Le point de départ de Choisir la vie, ça a été de refuser le remboursement de l'avortement par le biais du budget de l'État. Donc à partir du moment où le remboursement a été institué, donc au début des années 80, l'association a été créée et a encouragé ses membres à refuser donc de financer l'avortement par ce biais. Et chaque année, nous éditions une brochure qui donnait le pourcentage de l'impôt direct qui était donc alloué au remboursement de l'avortement, et nous encourageons nos membres à réduire le montant de leur impôt de cette somme. C'est un délit, ça. Oui, alors. Incitation à non-paiement de l'impôt. Oui, mais nous donnions la procédure à suivre, c'est-à-dire que nous encourageons les gens à faire un recours gracieux auprès du directeur départemental des impôts. Et ensuite, si c'était refusé, un recours contentieux, etc., etc. Et ça marche toujours? Oui, ça continue toujours. Oui, oui. Et l'argent qui n'est pas versé à l'État est déposé sur un compte bloqué qui est remis chaque année à une association qui défend les mères en difficulté. Ah, c'est un très bon truc, ça, bien sûr. Oui, oui, oui. Vous avez combien d'adhérents à peu près, si c'est pas très indiscret? Environ 15 000. Ah oui, quand même, c'est sérieux. Là. Oui. Ça devient un lobby. Je voudrais lire un bout de texte que je republie dans le livre journal qui vient de sortir ce matin, et que j'avais déjà publié il y a très longtemps, mais à l'époque on avait beaucoup moins d'abonnés, et je crois que beaucoup de gens ne l'ont pas vu, ce texte. C'est le texte d'une conférence qui a été donnée par Rudolf Steiner, le 13 janvier 1923 à Dornach. Alors, je signale à mes amis anti-gnostiques que c'est pas la peine de téléphoner pour dire que Rudolf Steiner est l'incarnation de Méphistophélès. Bon, tout ça, on le sait. Mais enfin, voilà quand même ce qu'il écrivait, ce brave homme, ce qu'il disait en 1923. Imaginez qu'il prenne au bœuf l'envie de se dire « J'en ai assez de me promener et de faire qu'arracher ces herbes. Un autre animal pourrait le faire pour moi. Je vais de ce pas manger cet animal. » Voyons, le bœuf se mettrait donc à manger de la viande, il est pourtant capable de fabriquer lui-même de la chair, il dispose des forces qui lui permettraient de le faire. Que se produirait-il donc si au lieu de végétaux, le bœuf se mettait à manger de la viande? Toutes les forces qui pourraient produire de la chair en lui se trouvaient donc désœuvrées. Prenez n'importe quelle usine devant produire une chose quelconque et supposez que vous ne produisez rien, mais que vous mettiez toute l'usine en marche, imaginez un peu le gaspillage de force qu'il pourrait y avoir, une force considérable serait donc gaspillée. Or, messieurs, la force qui est gaspillée dans le corps de l'animal ne peut pas se dissiper comme ça. Le bœuf déborde de cette force, elle fait en lui autre chose que transformer en matière carnée les matières végétales. Cette force demeure, elle est bien là, elle agit autrement en lui, et ce qu'elle fait produit en lui toutes sortes de déchets. Au lieu de chair, ce sont des substances nuisibles qui sont fabriquées. Le bœuf se remplirait donc de toutes les matières nuisibles possibles s'il se mettait soudain à être carnivore. Il se remplirait notamment d'acide urique et d'urate. Or, l'urate a quant à lui des habitudes particulières. Les habitudes particulières de l'urate sont d'avoir un faible pour le système nerveux et le cerveau. Si le bœuf mangeait directement de la viande, il en résulterait une sécrétion d'urate en énorme quantité. L'urate irait au cerveau et le bœuf deviendrait fou. C'est très fort, ça. En 1923, Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie, avait prophétisé scientifiquement la maladie de la vache folle. Il faut savoir, pendant que vous lisiez le texte, je pensais que un des grands progrès dans le traitement de la maladie maniaco-dépressive bipolaire, c'est les oscillations d'épisodes de dépression, d'euphorie. D'excitation, d'euphorie. Un des grands progrès, c'est le traitement à base de lithium. Or, c'est un Australien dont tout le monde a oublié le nom, bien entendu, le véritable inventeur, qui a mis au point le traitement sur la base que les urates étaient des facteurs déclenchants des maladies mentales. Et il a donc essayé le lithium, qui sous le nom en France de lithiné du docteur Gustin, par exemple, dans toutes les bonnes familles, était un uricosurique. Donc c'est comme ça qu'il a trouvé que le lithium stabilisait, et notre ami Rudolf Steiner avait 25 ans d'avance en raisonnant uniquement sur les principes. Sur les principes. Sur les principes. Hein. Et vous voulez dire qu'à propos des lithinées, les fameuses lithinées du docteur Gustin, dont j'ai fait mes délices pendant des années, parce qu'on n'avait pas de fric pour acheter de l'eau minérale gazeuse, ça a un effet sur la santé mentale? Ah, c'est clair. Il est évident que le peu de lithium la quantité de lithium qu'il y avait dans l'idée du docteur Gustin stabilisait le système nerveux central. C'est la même chose. C'est peut-être pour ça que je suis pas devenu complètement fou, alors. C'est vrai, c'est possible. C'est pour cette raison d'ailleurs que, par exemple, on a découvert qu'à San Antonio, une petite ville du Texas, vous voyez, qui est pas très loin de truc de Davy Crockett,
les habitants sont réputés pour un caractère joyeux, affable, etc. Et on s'est aperçu que les sources San Antonio contenaient une quantité de lithium considérable. Ah, c'est extraordinaire. Voilà. Mais alors comment ça fonctionne techniquement? Alors personne ne sait exactement, mais le plus vraisemblable, c'est que la cellule humaine fonctionne comme un accumulateur avec du sodium et du potassium. Quand la cellule parle, le sel rentre dans la cellule. C'est donc comme une usine marémotrice. Il y a une vague de sel qui rentre. Et il ne faut pas qu'elle y reste, parce que quand elle y reste, c'est la mort. Ça doit être donc rejeté par des pompes. Et ensuite, le potassium reprend la place et ça établit l'équilibre électrique. Apparemment, le lithium, qui est juste à côté du sodium dans la classification périodique des aliments, modifie les potentiels d'action, modifie l'électricité du neurone et le rend moins excitable. À ce moment-là, en substituant au sodium le lithium, on a une moindre probabilité que les cellules parlent. Et quand il y a un cross-talking de 200 milliards de cellules, c'est là que ça peut tout le monde donner parle des en choses, même temps. Voilà. Alors là, ça provoque des très mauvais. Des divagations. Voilà, très mauvais pour la santé. On veut acheter des avions, sortir nu dans la rue, etc. Il y a d'autres possibilités, d'autres qui font intervenir la sérotonine, des neurotransmetteurs, des prostaglandines et machin, mais celui-ci est le plus simple et probablement le plus proche de la réalité. Alors on rentre vraiment dans le cœur du sujet tout de suite parce que ce qu'on voit, ce que je crois comprendre à travers cet exemple du lithium, qui est un produit de base, vraiment élémentaire, c'est tout à fait banal. C'est que en fait, on a l'impression qu'on a artificiellement compliqué les traitements qu'on pourrait économiser par une hygiène de vie simple. C'est clair. L'axe central de réflexion, c'est sur les maladies, la principale peste, qui sont les maladies cardiovasculaires, le cancer et les allergies, qui sont, si vous voulez, pour connaître les mots qui nous accablent, il faut connaître le nom des grands instituts américains de recherche, National Institute of Cardiovascular Disorders, etc. Bon. Les maladies cardiovasculaires type mort subite, celle que tout le monde craint, l'infarctus du myocarde, étaient pratiquement inconnues avant la guerre de 14. Le professeur Paul Dudley White, qui était une des gloires de la cardiologie américaine, qui était le cardiologue personnel du président Eisenhower, et qui en plus était un ami du Padre Pio, parce qu'il avait assisté à un très grand congrès à la Casa Solaveria de la Sofferenza, à l'hôpital de... Professeur White dit... Il dit que jusqu'à la date de... Je voudrais vous donner des chiffres très exacts. Jusqu'en 1927, c'est-à-dire il a commencé à exercer la médecine en 1920, jusqu'en 1927, il n'avait pas vu un cas d'infarctus du myocarde. À partir de 1927, dit avant 1920, l'infarctus du myocarde était rarissime. Et surtout, il faut ajouter, les gens se gorgeaient de beurre, de lard, chez nous, de Saint-Doux, de rillettes, de machin, de patins, de couffins, etc. Et il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de sous-vide. Ça, on en reparlera parce que c'est Paul Dudley White dit quel est le mystère qui est apparu pour qu'on observe une montée à une vitesse absolument invraisemblable de ces infarctus du myocarde, et d'autant plus étrange que plus les multinationales pharmacologiques développaient des médicaments, et plus la maladie tuait. C'est-à-dire qu'on a observé aucun ralentissement dans le développement des maladies cardiovasculaires. Et d'ailleurs, il faut revenir aux chiffres dont on parlait ensemble autrefois, c'est-à-dire le gain réel de durée de vie. Ça, on va en parler parce que c'est spectaculaire. Mais à propos des maladies cardiovasculaires, il y a quand même... Donc, Dudley White dit jusqu'en 27, c'est très 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 rare. Rarissime. Et puis à partir de 1927, donc date précise. Voilà, c'est ça. Ça augmente dans des proportions extraordinaires. Extraordinaires. Et mais alors il pose la question. Lui demande d'où cela peut-il venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on approche une explication? Alors, vous savez que l'explication politiquement, scientifiquement correcte depuis 1950,
C'est d'incriminer le cholestérol et le régime alimentaire. Vous dire, on dit toujours, il y a hypercholestérolémie, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, c'est ça. Cholestérolémie, donc un excès de cholestérol dans le sang qui provoque des plaques dans le système veineux et artériel, lequel se ferme et provoque des... Alors, il faut savoir quand même que les plaques en question, elles ne comportent que 0,5% de cholestérol. Tout le reste, c'est du calcium, des sérosides, un peu de triglycérides et de la fibrine. Triglycérides, ça c'est l'alcool, hein? Oui, l'alcool. On dit que c'est les médecins quand ils vous trouvent des triglycérides. Oui, ça veut dire que l'organisme a du mal à traiter, voilà. Mais la plaque d'athérome elle-même comporte une très modeste fraction de cholestérol. Tout le reste c'est du calcium. Or, du calcium, c'est-à-dire du lait, des yaourts, de la pierre. Hein. Or, la tendance actuelle, il suffit d'aller faire un tour dans les grandes surfaces, c'est une consommation exagérée de lait, qui est un sujet de l'État, celui dont il faudra parler, parce que ces laits sont trafiqués comme c'est pas possible, et que vraisemblablement le lait n'est pas un aliment qui est fait pour l'être humain. Le lait est fait pour engraisser les veaux. Hein, il n'est pas fait, qui engraisse effectivement extrêmement vite puisqu'ils prennent 500 kilos 500 kilos en un an, alors que chez l'enfant humain c'est bien moindre. Et les animaux eux-mêmes, les laitiers, ne consomment pas leur propre lait, hein, pas plus que les animaux les plus puissants, comme disait un auteur américain, Journal of Pediatrics. Ni le taureau, ni l'éléphant, ni le cheval, qui sont quand même des animaux costauds, il dit, j'ai rarement vu, sinon jamais, un cheval boire un verre de lait. I have seldom seen a horse drinking, voilà. Hein. Bon, mais c'est vrai que c'est pas, même dans les cirques, c'est assez rare. Alors, on a bien l'impression, je relisais avant de venir le Goodman et Gilman, qui est la Bible de la pharmacologie américaine, sur le chapitre des hyperlipémies et de leur traitement. C'est assez extraordinaire parce que sur les budgets engagés, sur les milliards de dollars gagnés par les multinationales, sur ce lavage de cerveau colossal sur les médecins dont je suis persuadé que 99% seraient incapables de dessiner la formule développée du cholestérol. Hein. Cette espèce de gigantesque campagne où dans le bouquin ils disent il faut absolument traiter, avoir une attitude agressive. Les résultats du traitement occupent une demi-page. Hein. Une demi-page, même pas quoi. Hein. 3/5 de la page, fondée essentiellement sur une étude scandinave douteuse, et la première phrase du chapitre dit « Il n'est pas possible pour le moment de donner un avis sur l'effet à long terme de ces traitements ». Par contre, dans les effets secondaires, vous avez beaucoup plus de données. Je voudrais qu'on revienne, c'est très important, il faut que ça soit parfaitement clair. Donc, le cholestérol qui est incriminé dans les cas d'obturation des vaisseaux sanguins n'est responsable que de 0,5% de la matière obturante, exactement. Et le reste, donc 95% c'est du calcium, et le reste des sérosines, de la fibrine et des triglycérides et quelques bricoles. Et donc, sur les 95% de calcium sont apportés à l'organisme par les laitages. Oui, alors, parallèlement, on vous dit, là on diverge un peu, mais enfin on est obligé, le sujet nous impose de passer un peu du coq à l'âne. Hein. Parallèlement, on vous encourage à vous bourrer de lait pour lutter contre l'ostéoporose, ce qui est déjà hyper douteux. Parce que les femmes japonaises qui ne boivent pas 1 millilitre de lait ont le taux de fracture d'ostéoporose le plus bas du monde. Hein. Et que vraisemblablement, le calcium qu'on donne par litre entraîne une dégradation du calcium parce que la régulation du système calcique est extrêmement subtile, elle est réalisée par les glandes parathyroïdes, et quand il y a trop d'un excès, l'organisme est un système qui est tout le temps en train de corriger les déséquilibres. Quand il y en a trop, l'organisme va réagir en sécrétant ou en stoppant une hormone pour entraîner un état d'hypocalcémie. Et en même temps, c'est-à-dire de manque de calcium. En même temps, le calcium est lié par un rapport très étroit avec le magnésium, et la moindre modification de ce rapport est capable d'avoir des répercussions considérables, notamment sur des neurotransmetteurs comme l'acétylcholine. C'est-à-dire que là, on rentre vraiment dans les secrets les plus profonds de la matière. Autrement dit, les produits qu'on achète comme ça, voire au supermarché, au calcium, le lait, etc., ou dont on a l'impression que c'est un remède banal, hein, toutes ces gélules qui traînent à droite à gauche, modifient fondamentalement des processus dont on n'a pas idée. Modifier l'acétylcholine,
c'est changer une substance qui est presque mystique. Hein. Donc en fait, les conseils diététiques actuels, c'est absolument n'importe quoi. Surtout que le lait lui-même a subi des transformations dont on pourra reparler une fois qu'on aura développé un peu cette question du cholestérol. Mais il faudrait peut-être rappeler, parce qu'on a vraiment l'impression, quand les patients disent j'ai pas de cholestérol, que c'est comme un microbe. Oui, absolument. Oui, alors, justement, la question que je voulais vous poser à ce moment-là, c'est vous avez parlé de l'acétylcholine en disant c'est une substance presque mystique. Oui. On sait, parce que vous êtes déjà venu dans cette émission et qu'on en a déjà parlé, que vous avez un regard de croyance sur la médecine, et que donc, pas seulement sur la médecine, mais sur les phénomènes de la vie, et que donc je crois qu'on peut dire qu'il est assez invraisemblable que les phénomènes de la vie soient fondés, laissent la place avec l'accord du créateur à des choses aberrantes. Bon. Alors ma question c'est, si le cholestérol c'est aussi mauvais que ça, pourquoi le bon Dieu laisse-t-il le cholestérol rentrer dans le corps? Il suffit quand même pour résoudre la question, et comme toujours les évidences sont tellement aveuglantes que c'est comme si on vous nous disait que l'air qu'on respire est pas bon parce qu'il fait gonfler les poumons. Le cholestérol, c'est une molécule qui, d'une part, constitue presque entièrement le cerveau, en rentrant dans les phosphatidylcholines, donc c'est une molécule absolument fondamentale. Deuxièmement, c'est un tracteur de molécules, c'est-à-dire que le cholestérol, c'est comme un groupe de transport qui va chercher à la périphérie certaines substances et les amène au centre. Troisièmement, le cholestérol, c'est un cycle stéroïdien, le cycle cyclopentanophénylantrénique, c'est celui de toutes les hormones, mâles, femelles, et des hormones de la corticosurrénale. La cortisone, c'est un cycle hormonal apparenté au cholestérol. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel. Les yeux sont des boules de cholestérol. Et le cholestérol fabrique les sels biliaires, ce qui a une importance énorme. Et moi j'ai vu beaucoup de patients traités par des médicaments qui font baisser le cholestérol ayant eu l'ablation de la vésicule biliaire. Parce que le cholestérol est un élément tellement important pour l'organisme qu'en fait il dépend très peu de l'alimentation. Il est fabriqué par le foie à partir de 13 molécules d'acétate et il y a tout un système. Et le cholestérol, fonction très importante, donne la fluidité aux membranes cellulaires. C'est-à-dire c'est une graisse qui permet aux membranes cellulaires d'être fluides et cette fluidité est un des caractères essentiels de la longévité. Autrement dit, si vous voulez, dans le cadre d'expérimentation pointue, évaluer la qualité d'un cerveau, voir à quel état de vieillissement il est, on mesure avec des sondes biochimiques la quantité de cholestérol et la souplesse des membranes cellulaires. Et ce qui est étonnant, c'est que d'une part, dans les maladies où il y a vraiment le cholestérol bas, comme l'ataxie de Friedreich, les gens sont paralysés, ils ne bougent pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai repéré dans la série de réactions chimiques qui conduisent depuis l'acétate jusqu'au cholestérol, il y a une étape. Il y a un produit qui apparaît dans la synthèse, c'est la formule du caoutchouc synthétique. C'est quand même extraordinaire. C'est un clin d'œil du créateur. Il dit, vous avez vu, je vous ai rendu souple comme ce que j'ai mis dans les VA. C'est avec 3 fois rien. Le créateur fabrique n'importe quoi. C'est comme disait Joseph de Maistre, là, je crois qu'on en parlait autrefois, il disait pour se représenter la biologie humaine, il faut penser à une horloge dont tous les ressorts, les rouages changeraient tout le temps de forme et de position, mais qui donneraient tout le temps l'heure juste. C'est pour ça que sur 15 millions d'expérimentations, vous avez 15 millions de résultats divergents. Non, mais pour revenir à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, moi qui suis un gros consommateur de journaux féminins, j'ai lu 50 000 fois dans les journaux féminins l'explication qu'attention, il y a le cholestérol, il ne faut pas se tromper, il y a le bon cholestérol, puis il y a le mauvais cholestérol. Alors ce qu'il faut faire baisser, c'est le mauvais cholestérol, mais il faut garder le bon. Alors, ceci repose sur des notions purement statistiques. C'est-à-dire qu'on a mesuré le cholestérol dans le sang de gens qui avaient des risques cardiovasculaires et avec des manipulations statistiques, vous arrivez effectivement, vous arrivez aussi avec un raisonnement comme ça à dire quand il y a des hold-up, on trouve des gendarmes. Donc il y a les mauvais gendarmes qu'il faut faire disparaître. Et les bons gendarmes, c'est ceux qui désincarcèrent les voitures, par exemple. Parce que le cholestérol à basse densité
Hein, si c'est peut-être le mauvais cholestérol pour la firme Trucmuche qui vend ses produits par centaines de millions de machins, mais dans l'organisme, il a un rôle très important, hein, que vous lisez dans les gros traités de 1500 pages en anglais et en allemand. Mais cela dit, quand on prend 2 groupes de 1000 personnes et qu'il y a un groupe auquel on fait suivre un régime à bas taux de cholestérol et un autre groupe à Combourg, de Saint-Doux et tout, il y a 50 fois plus de crise cardiaque là que... Unfortunately not. Alors là, il y a quelques histoires qui seraient rigolotes si elles n'avaient pas entraîné la mort de personnes, comme c'est que c'est jamais très drôle. Un des plus intéressants que parmi ce que j'ai trouvé, c'est, alors avant d'introduire ça, je voudrais citer des propos du Sergeant Captain Cleave, qui était directeur de British Research of Medicine. C'est quand même... Il n'y a qu'en Angleterre que le directeur du service de recherche est un capitaine. Ah oui, c'est très britannique, indeed. Alors il dit, c'est quand même, il a dit, it's the most ludicrous things, la chose la plus grotesque au monde, c'est d'expliquer une maladie moderne par un régime qui a 4000 ans d'ancienneté alimentaire et qui n'a rien donné jusqu'en 1920, enfin jusqu'en 1927. C'est-à-dire, on vous explique les morts de maintenant par l'emploi de graisse animale pour lequel le corps humain est fait, il est designed for, hein, il est construit pour s'alimenter avec ces substances, et brusquement, à partir de l'année 1927, ce régime devient épouvantable et il faudrait le remplacer par des huiles végétales qui étaient indisponibles à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les presses hydrauliques. Alors, il dit, comment vous allez expliquer qu'on dépend d'un facteur qui n'existait pas pendant 2000 ans, à l'époque où les gens étaient en pleine santé? Et c'est-à-dire que, c'est peut-être aussi le système qui veut ça, c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas de graisse végétale, les hommes mangeaient des graisses animales. À partir du moment où les graisses végétales sont apparues, le créateur, dans sa grande mansuétude pour les industriels de la graisse végétale, a décidé que les graisses animales allaient provoquer des maladies. Hein, c'est pas vraisemblable. Ça me paraît un peu capillotracté, comme on disait dans l'armée. Mais je voudrais vous citer un exemple qui est à propos des groupes de comparaison qui est assez extraordinaire. J'en ai 3 là, à vous citer. Alors, le premier, c'est les Irish Brothers, c'est-à-dire une très grande famille irlandaise dont une partie est restée au pays et une autre partie a émigré vers Boston. Et donc, c'est tout à fait le genre de dispositif expérimental dont raffolent les chercheurs américains, hein, parce que c'est très mathématique, très statistique, etc. Alors donc, au pays, dans l'île, ils continuaient whisky, patates, eggs and bacon and whatever, etc. Et là-bas, ils utilisaient ce qu'ils appellent the prudence diet, c'est-à-dire low fat, low cholesterol. Hein, pas de graisse, pas de cholestérol. Résultat, la mortalité était 8 fois plus importante aux États-Unis que chez les Irlandais restés au pays. Alors le deuxième exemple, c'est triste. C'est triste, hein, mais le deuxième exemple, c'est l'exemple du docteur Joliffe, partisan du dogme des huiles polyinsaturées qui sont pas les oméga 3, hein, c'est-à-dire c'est le maïs et le tournesol, le soja, etc. Donc persuadés de détenir la vérité autant qu'ils la détiennent pour bombarder les Serbes, ils mettent au point 2 groupes, comme d'habitude, un groupe de contrôle, les gens mangent ce qu'ils veulent, et un groupe qui a la Prudence Diet du docteur Joliffe, etc. Et effectivement, le groupe traité voit son cholestérol baisser. C'est pas grandiose, hein, ça passe de 2,45, ce qui est un chiffre qui était, quand j'étais externe, c'est tout à fait banal, à 2,25. Alors donc les types sont fiers comme tout. L'ennui, c'est que dans le groupe tétré, il y a 8 morts, enfin il y a que des morts, et le groupe de contrôle qui tous les matins se tape ses eggs and bacon, pancakes, etc., pas de morts. Hein, voilà. Ensuite, il y a l'expérimentation de Rosa, un petit bled près de Philadelphie, je crois, peuplé à 100% d'Italiens, ayant gardé la cuisine, enfin, vous connaissez comme moi la cuisine italienne, c'est pas uniquement de la salade de concombre, quoi. Ah, hein, bon. Ah, ouais. Et la différence de mortalité entre ces Italiens et les Américains du coin était également colossale. Alors, ce qu'il faut savoir, je reviens à l'expérimentation de Jolivet, parce que c'est extraordinaire, ce truc-là. On lui dit alors, il dit oui, mais c'est parce que on n'a pas eu assez de sujets. Si on avait eu 1 million de sujets, on aurait prouvé qu'on avait raison. Là, ça me rappelait l'histoire du commerçant qui perd sur chaque article, mais qui se rattrape sur l'ensemble. Sur la quantité. Hein. L'ennui, c'est qu'ils ont commencé cette expérimentation, mais
le professeur Joliffe est mort d'une crise cardiaque. Voilà. C'est une mauvaise publicité pour son truc. Ouais. Et ainsi qu'un autre, hélas, ce pauvre, le docteur Pritikin, qui avait, à l'époque où j'étais aux États-Unis, il avait mis au point un régime célèbre avec 7% de corps gras. Les gens maigrissaient. Et Pritikin est mort d'une leucémie compliquée de cancer, et ça faisait très longtemps, et qu'on sait qu'un cholestérol bas est un facteur de risque cancéreux, notamment du côlon, et d'état dépressif. N'empêche que jusqu'à sa mort, cet homme-là a fait... Alors c'est affreux, mais l'auteur d'un des livres que j'ai lu dit il a maintenant les artères les plus clean de tout le cimetière. Ça m'a paru un peu dur, que Dieu ait pitié de son âme, mais des expérimentations comme ça, on pourrait en aligner sans arrêt. Une très bonne preuve, c'est que dans le Goodman et Gilman dont je vous parlais tout à l'heure, le chapitre sur la preuve, there is a need for aggressive treatment. Il faut être agressif, dit l'auteur des lignes. Or, il ne propose qu'une seule expérimentation d'un médicament qui s'appelle la lovastatine. Et la première expérimentation qui avait eu lieu en Finlande, parce que les Américains aiment bien expérimenter les que chez eux. Ouais. Et il y avait eu donc, ça portait sur 5000 personnes, il y avait eu plus de morts dans le groupe traité que dans le groupe non traité. Pas beaucoup plus, mais plus quand même. Et ça avait entraîné une controverse considérable dans le journal, qui a échappé à beaucoup, parce que la controverse était dans la partie des lettres à l'éditeur, qui sont dans un anglais plus difficile, et que les gens ne lisent pas en général, parce que c'est pas des tirés à part. Et dans ces lettres à l'éditeur, il faudrait toutes les traduire en français, où il y avait des professeurs de faculté qui disaient vous êtes complètement fous, quoi. Vous allez bloquer des molécules sans avoir la moindre idée de ce que ça peut avoir comme conséquence, parce que il faut savoir que les chiffres de cholestérol, quand vous voyez arriver les chiffres, quand on fait une prise de sang au patient, vous voyez, pareil, c'est un laboratoire normal, 2 ou inférieur à 2 en milligrammes par litre. Et à côté, il y a marqué consensus international. C'est-à-dire qu'on a fait voter des gens. C'est incroyable. Moi, quand j'étais externe, à 2,80 grammes, tout le monde s'en foutait. Il y avait des vieillards provençaux et parisiens qui, à 92 ans, comme m'avait dit je sais pas qui, l'ami Louis, ça devait être un bloc de cholestérol qui à la tête. Tout le monde s'en foutait. Et progressivement, ces chiffres ont été baissés, parce que si vous devez traiter les gens à partir de 2 grammes, c'est tout l'Occident que vous traitez. Donc les marchés sont absolument gigantesques. Ah, c'est ça, voilà. J'allais vous dire, mais pourquoi, sont gigantesques. On sait par exemple que, on revient toujours à ces histoires d'acides gras marins. On sait que dans les îles à Okinawa, chez les Esquimaux, il y a surtout chez les Esquimaux, en Crète, comme l'a montré Serge Renaud, dans le midi de la France, en Italie, et même dans l'ensemble de la France meurt beaucoup moins de maladies cardiovasculaires pour le moment que les États-Unis. C'est ça en commune mesure. Et ces travaux ont montré que c'était justement la qualité des graisses qu'ils avaient, qui était supposée être nocive, qui les protégeait. On tenait donc là la clé du mystère, on la tient toujours, c'est évident. Mais il est quand même extraordinaire que le produit qui était sur le marché, dont on sait qui sauve la vie. Moi j'ai vu les triglycérides diminuer de 80% en 5 jours, comme ça. Ce produit n'est plus remboursé par la sécurité sociale. C'est hallucinant. Alors que c'est des petites gélules d'oméga 3. Voilà, je ne veux pas dire le nom de la spécialité, mais enfin c'est des oméga 3 avec de l'acide eicosapentaénoïque, enfin il y en a 2 dedans. Tandis que on vend ou on laisse vendre les margarines, l'ensemble des margarines, c'est des graisses épouvantables, comme dit l'auteur d'un article toujours très humoristique en anglais, il dit « Oh, elles se conservent très bien, elles restent des années sur les étagères, elles se conservent même tellement bien que même les mouches et les microbes, ils n'osent pas aller dessus, ils n'y vont pas. » Alors il dit ça, on pourrait peut-être se poser la question de savoir pourquoi ces choses sont toujours désertées, parce que c'est des substances détestable. Et les mouches et les microbes, on leur a pas dit qu'il fallait se débarrasser d'un préjugé ridicule et qui leur coûtait cher. Ils n'ont pas lu ils n'ont pas vu les pubs à la télé. Exactement. Alors, ces margarines sont apparues dans les années 50, au moment... Ça a été matraqué. Moi, je me souviens, j'étais gosse. Fantastique, On pouvait pas ouvrir un journal, on pouvait pas allumer la radio sans entendre
débarrassez-vous d'un préjugé ridicule et qui vous coûte cher. Exactement. Exactement. Et la femme moderne des années 50, si elle était moderne, il fallait qu'elle ait son paquet de margarine dans la cuisine. Voilà. Autrement, si elle continue à manger du beurre acheté à la mode chez la crémière, c'est vraiment une arriérée. Alors que j'ai retrouvé un traité qui s'appelle Lipid Dysfunction, un livre des années 75, qui a été publié sous les auspices de Unilever, qui est quand même quelque chose de bien gras et bien gros, quoi. C'était hallucinant de voir ce qui est écrit dans ce livre. À cette époque-là, les gens ignoraient. C'est vrai que, en fait, dans l'alimentation, l'approche scientifique est très difficile parce que qui nous dit qu'on connaît tous les facteurs contenus dans les aliments? Personne. On en connaît quelques-uns, on en ignore probablement des milliers, et aussi leurs rapports réciproques, comme le calcium et le magnésium, qui sont des rapports qu'on ne peut pas toucher comme ça. On ne peut pas dire à quelqu'un, prenez du calcium, ça va vous faire du bien, ça devient déjà de la médecine très difficile. Ces gens-là, considéraient dans le traité que les oméga 3 polyinsaturés, ça servait à rien, donc on pouvait les éliminer de l'alimentation. Le résultat, c'est que pendant des années, les enfants étaient nourris avec des laits de vaches non maternisés, extrêmement toxiques, parce qu'ils n'avaient pas les oméga 3 qu'on a découvert il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps qu'on sait que le lait de la femme contient ces oméga 3 qui changent tout, et qui notamment protègent les intestins de l'agression par les laits de vache homogénéisés et pasteurisés. Parce que le lait de vache, déjà, c'est pas tellement fait pour l'homme. Mais à l'époque, quand le lait de vache n'était pas pasteurisé, il y avait dedans des enzymes et des vitamines, ça limitait les dégâts. Et finalement, les gens consommaient pas mal, même dans des zones où on vit assez vieux. Première chose, la pasteurisation, donc, a commencé par détruire les enzymes. Quand il n'y a plus d'enzymes, le pancréas commence à souffrir beaucoup pour digérer le lait. Et ça a été, je crois que c'est Ziegler dans le Journal of Pediatrics en 90 ou dans le Lancet qui a montré que c'était un facteur pouvant déclencher des diabètes infantiles et des pertes. C'est tout récent. Oui, c'est tout récent. Les références que je vous donne, elles sont entre 90 et maintenant. En médecine, il faut avoir à la fois des références très anciennes parce que souvent elles réapparaissent plus, comme les durées de vie, et puis les dernières références. On sait très bien. On sait très bien, par exemple, que ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'ostéoporose est une fonction inverse de la consommation de lait, et ainsi que les maladies cardiovasculaires. Quand vous dites on le sait très bien, qui le sait très bien? Parce que les auteurs qui publient, par exemple, le chiffre que je vous cite, où il y a dans l'ordre les Finlandais, les Scandinaves, les Serbes, les Français et les Japonais en dernier. Le taux des cancers et des machins diminue régulièrement jusqu'aux Japonais et aux femmes japonaises qui ont très très peu de fractures et qui vivent très âgées, alors que chez les Finlandais, il y a 40 fois plus de risques. Oui, mais et ça, c'est publié dans peut-être le Journal of Lipid Research. Ça, c'est pas lu c'est pas dans les kiosques, c'est pas dans les gares. Or, dans les kiosques et dans les gares, en revanche, il y a des journaux féminins ou des journaux de santé, prétendument en santé, qui disent au contraire, pour les femmes qui commencent à avoir les premières manifestations d'ostéosporose, il faut absolument manger beaucoup de laitage, manger des yaourts, boire du lait, parce que c'est du calcium, ça renforce les os et autres l'hiver. C'est une niaiserie extraordinaire. Une fois de plus, les animaux les plus puissants ne tirent leur calcium que des végétaux. Le calcium le plus utile, c'est celui qu'il y a dans les noix, enfin au sens le plus général en anglais nuts, les amandes, les choses comme ça, les végétaux très verts foncé. Les mendiants, quoi. Voilà. Une fois de plus, et là par contre, il faut mettre en garde les gens dans ces suppléments alimentaires qu'on vend. Ou bien on est en assez bonne santé, on veut se la conserver. À ce moment-là, il faut s'alimenter correctement avec des aliments frais, produits, comme disait mon maître, le professeur Roudin, les aliments produits dans la saison où ils sortent du sol, suivant la saison, suivant les recettes du pays, en privilégiant les packs complets avec des huiles du Nord. Ça c'est capital, avec des fibres, c'est-à-dire des légumes, et puis l'ajouter comme facteur non spécifique, pas de stress et d'exercice physique. Là, avec ça, vous avez, hopefully, assez de vitamines, etc. Vous pouvez ajouter à ça, disons, une petite solution polyvitaminique banale, pas trop dosée. Mais dès qu'on rentre dans le domaine de toutes ces gélules qui abondent dans les officines,
officine pharmaceutique. À partir de là, comment vous allez choisir entre le coenzyme Q10, l'extrait de radis noir, la bourdaine lyophilisée, le patin, le couffin, le machin, il y en a de partout, hein, et ces substances sont d'une utilisation extrêmement difficile. Ces choses qui sont finalement galvaudées, hein, comme la carnitine, hein, que vous trouvez, oui, qui n'a aucun intérêt, elle est très chère, elle n'a aucun intérêt tel qu'elle est vendue. Dans la théorie, c'est une substance prestigieuse. Hein, on pourrait en dire autant de la dopamine, enfin de tous ces éléments-là. Donc, il n'y a, quand on s'adresse à la nutrition, le moindre excès devient dangereux. Même boire 6 litres d'eau par jour, au bout d'1 mois, vous rentrez dans un état de déficience grave, parce que l'hormone antidiurétique est abîmée. Donc, on voit bien qu'il y a un sentiment, on commence à vivre comme les Américains. C'est-à-dire, les Américains, ils vont dans leur magasin de vitamines comme les animaux vont chercher des herbes dans les champs, tellement c'est pourri, quoi. Hein. Chez nous, ça devient comme ça, seulement, ça fait dépenser un argent fou, et c'est n'importe quoi. Alors, on a abordé le lait tout à l'heure et on est revenu à autre chose. Je voudrais qu'on revienne sur la question du lait, parce que c'est central. Il y a, d'abord, vous l'avez dit, on voit dans les supermarchés se développer des linéaires interminables de lait de laitage, mais c'est incroyable. Ça devient maintenant de la folie avec des trucs mélangés, des chocolats, des fruits, des confitures, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Tout ça est mélangé avec du lait, avec de la crème, avec et généralement des laits lyophilisés, des laits homogénéisés, exactement, des laits pasteurisés, donc des laits complètement morts. C'est des laits morts et ce sont des laits très allergisants parce que le lait homogénéisé, toutes les molécules ont la même taille, donc dans les laits anciens, on voyait monter la crème, hein, comme disaient les Canadiens, s'en faisaient des glaces en la mettant avec du sirop d'érable, etc. Donc les molécules lourdes s'en allaient, l'organisme absorbait ce qu'il y a dans le lait de léger, en quelque sorte, et les grosses molécules s'en allaient. Maintenant, c'est fini cette affaire-là. L'homogénéisation du lait fait que la paroi d'intestin est agressée, que le lait rentre et pénètre dans l'organisme et va développer des réactions allergiques. Et comme en plus, il y a dans le lait, on a découvert des endorphines dans le lait, dans une qui s'appelle, si je me souviens bien, la 7-bêta-isomorphine ou un truc dans ce goût-là, qui vraisemblablement est responsable de l'avance de l'âge de la puberté en Occident, hein, parce qu'elle a une... Tout ça, effectivement, c'est extrait de ce que je vous cite pas les pages des articles, mais enfin, c'est extrait de revues du top niveau scientifique. Hein. Là, ça doit être, je pense que ça a été publié dans Pediatrics ou quelque chose comme ça, quoi, hein. Donc, l'agression que subit, et c'est responsable de saignements. Je crois que c'était des dysménorrhées, alors. Des dysménorrhées, mais chez l'enfant, ça entraîne des saignements et des pertes occultes de fer. Et je crois que c'est des gens de la Mayo Clinic qui ont noté qu'en supprimant le lait chez les enfants qui avaient des anémies incompréhensibles, et ben, immédiatement, vous voyez les globules rouges remonter. Hein. Ouais. Donc c'est. Alors comment est-ce qu'il doit bien y avoir une explication, en dehors de l'explication industrielle, au fait que, parce que on pourrait imaginer des industriels qui lanceraient sur le marché des produits qui sont bons pour la santé. Oui, et les produits qui sont bons pour la santé, alors là c'est métaphysique, tout ce qui est bon pour la santé rancit à toute vitesse. C'est la loi, c'est shelf life, la vie sur l'étagère. Ouais. La margarine, ça dure des années, hein, et d'autant plus que même les laits machins, les laits, ça c'est pareil, on peut les garder. Vous pouvez les garder extrêmement longtemps. Alors qu'avant un lait, quand on achetait le lait à la ferme, ça durait 2 jours. Parce que prenez le cas, par exemple, de l'huile de lin, qui est très chère à mon cœur parce que c'est les travaux originaux de Roudine. L'huile de lin fabriquée en France, comestible, qui est délicieuse, est vendue dans tous les pays d'Europe, sauf en France, où elle est interdite. Hein, sous prétexte, et c'est une loi qui remonte à la Troisième République, alors personne ne sait pourquoi c'est comme ça. Hein. Par contre, les margarines, dont on sait que ça augmente le taux de mortalité. Parce que l'huile de lin, pardon, il faut dire quand même que quand elle rancit, elle devient toxique. Elle devient toxique, mais toutes les huiles fraîches, quand elles rancissent, deviennent toxiques. Et l'huile d'olive aussi. L'huile d'olive rancit, elle devient toxique. Bien entendu, et l'huile de noix aussi. Et l'huile de noisette aussi, et l'huile de colza aussi. Seules des graisses saturées restent telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électrons qui peuvent s'unir à autre chose. C'est pour ça que les cochons ont été nourris avec du copra et des choses qui saturaient leur graisse et qui transformaient les graisses vitalisantes en graisses mortes.
dans un livre sur ces problèmes-là, un livre anglais des années 90, il est fait état de la disparition des traces des icosapentaénoïques et de docosahexaénoïques, qui sont deux grands acides, et de l'acide alpha-linolénique, qui est celui qui est dans l'huile de lin. Il n'y en avait plus dans les cochons d'élevage. Alors ça coïncide très bien avec les dates du professeur Dudley White. Hein, c'était exactement. Ce que je vous propose, il y a des questions, Victoria, ou des... Il y en a des continues. Puisque le calcium conduit à l'infarctus, les Chinois qui ne boivent pas de lait sont-ils moins sujets à cette mort par infarctus? Apparemment oui, hein, comme les Japonais. Hein. D'ailleurs, il faut dire à ce propos qu'on bourre nos contemporains de calcium et que les médicaments qui luttent contre l'infarctus du myocarde sont la plupart des bloqueurs de calcium. Hein. Ils empêchent l'action du calcium à l'intérieur des cellules, ce qui est une fois de plus totalement paradoxal. Les médecins persécutent absolument leurs malheureuses clientes pour leur faire boire plus de lait. C'est de votre faute si vous avez de l'ostéoporose, buvez du lait. Moi, j'accuserais pas les médecins parce qu'on peut pas demander à tout le monde de passer sa vie d'aller faire des doctorats et sciences, etc. Les médecins français sont sûrement probablement les meilleurs médecins de famille du monde, hein, parce qu'il faut voir aussi, moi quand je parle des États-Unis, je parle des professeurs de faculté que j'ai connus, mais il faut voir la base aussi. Hein, et dans les cas la médecine est excellente dans les cas d'urgence. Quand vous avez un accident urgent, etc., la médecine est très importante parce que là, justement, elle utilise des méthodes naturelles. Dans un accident, qu'est-ce que vous faites? Vous apportez de l'air, vous vérifiez que le cœur bat, vous apportez des aliments par une sonde intraveineuse, vous mettez une position correcte, vous réchauffez l'organisme ou vous le refroidissez. Donc, il s'agit d'une médecine hippocratique. Les victoires de la chirurgie cardiaque, c'est essentiellement dû à la qualité de la réanimation hydroélectrolytique. C'est ce qui, d'ailleurs, m'a fait beaucoup réfléchir quand j'étais moi-même en chirurgie cardiaque. Donc, on ne peut pas reprocher, qu'est-ce que vous voulez, les médecins, ils travaillent jour et nuit, c'est un métier épuisant. Comment vous voulez qu'ils s'opposent quand ils entendent des autorités venir leur dire le calcium, il faut le faire baisser, etc. Alors, on vous dit d'un côté que la DHEA, c'est la gloire, c'était inventé par personne, la dihydroépiandrostérone, c'est une hormone qu'on peut appeler un peu la mère des hormones, mais le DHEA, c'est fait avec du cholestérol. Donc d'un côté, on vous dit ne prenez pas de cholestérol, et de l'autre, on vous dit achetez-vous du DHEA. De même qu'on vous dit mangez du calcium, et en même temps, prenez de la diphénidipine qui bloque le calcium, et qui donc protège les vaisseaux. Enfin, c'est complètement incohérent. Alors, c'est vrai qu'il est fort difficile de rendre un compte-rendu cohérent de quelque chose qui est incohérent. C'est pour ça que notre propos peut être un petit peu décousu. Mais le problème, ce qu'il y a, c'est qu'on développe un sujet qui est gigantesque. On essaye de faire un panorama général montrant que les maladies de l'Occident sont pas liées aux causes qu'on veut bien nous dire, c'est-à-dire des changements de régime, ce qui est, comme on l'a vu, un argument grotesque, mais des modifications dans notre alimentation qui, elles, expliquent tout. Hein. Ce qui est mauvais, en gros, ce qui est mauvais, c'est ce qui est moderne. Rudin, il dit, si vous voulez vivre vieux, vous vivez comme vivaient vos ancêtres. Parce que le problème des aliments, c'est que dans le temps, les gens, ils allaient chercher leur lait tous les matins et ils allaient faire presser l'huile quand ils en avaient besoin. Rudin disait accessoirement, ils allaient chercher leur lait, ils faisaient 2 km à pied pour aller chercher leur lait et 2 km à pied pour revenir. Maintenant, ils montent dans la voiture, ils vont acheter la brique de lait mort, et ils rentrent en voiture, ils se collent devant la télé, ils boivent la brique de lait mort. Évidemment, il y a un ensemble de choses qui provoquent... Quand on regarde les 250 caisses des colossaux supermarchés qui n'existent qu'en France et qu'on voit ce qui sort dans les brouettes, là, dans les caddies, c'est terrifiant. Il y a une dimension, il y a une dimension métaphysique, ou préternaturelle. D'empoisonnement général. Il est évident qu'il y a quand même une espèce d'empoisonnement général. La montée incroyable des cancers du sein, par exemple, c'est quelque chose qui aussi était... Alors on vous dit, mais les médecins d'avant ne savaient pas diagnostiquer. Rudin répond, it's diagnosis baby stuff. C'est un diagnostic, c'est un truc de bébé, le cancer du sein. Non, c'est pas... C'est lié, là aussi, on peut avoir des courbes comme cette extraordinaire observation en Norvège. Pendant la guerre, les Allemands ont piqué toute la margarine de Norvège pour envoyer sur le front de l'Est. C'est magnifique cette histoire. Et bien, pendant 2 ans, les taux des maladies cardiovasculaires, mentales, les arthrites, les machins, et les cancers ont baissé en Norvège d'une façon extraordinaire. Et là, les courbes sont présentes parce que c'est très bien tenu dans ces pays nordiques. Et ensuite, quand ils ont pu refaire de la bonne margarine bien grasse, c'est reparti. C'est reparti Et c'est reparti avec qu'est-ce qu'on a trouvé comme traitement.
des médicaments qui font baisser le cholestérol et qui ont une efficacité absolument pas prouvée, et des pontages orthocoronariens dont on sait que la majorité se bouche au bout de 3 semaines, quoi. Les grandes découvertes qui sont peut-être les plus puissantes et les plus heureuses, qui sont les médicaments du système nerveux central et de la dépression, qui est une maladie épouvantable, c'est des découvertes liées au hasard. Les tranquillisants, c'est des colorants, découverts chez Roche, et ainsi de suite. Le Largactil, le seul qui a eu un raisonnement logique et intelligent, c'est le professeur Laborit, qui a jamais, le bleu de méthylène. Voilà, jamais été reconnu en France et qui est à l'origine de toute la pharmacologie. Rappelez quand même l'histoire du bleu de méthylène parce que c'est. Le premier médicament d'où vient le Largactil, c'est un antihistaminique qui est le Phénergan, la limémazine. Et le Phénergan a une structure qui vient du bleu de méthylène. Or, le bleu de méthylène a été fabriqué, synthétisé par Ehrlich, je crois, si je me souviens bien, c'est ça, un Allemand. Et quand il a synthétisé, il a dit, cette molécule, si on la transforme un peu, elle devrait être utile pour traiter les maladies mentales. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Il le savait dès le départ. Il le savait. Il savait qu'il y avait quelque chose là-dedans qui était susceptible, et il a fallu des années. Et cette découverte d'ailleurs a été spoliée parce que d'autres gens se sont attribués l'honneur de la découverte, et finalement personne n'a jamais eu le prix Nobel, alors que je sais que certains se sont opposés violemment à ce que Laborit ait eu le prix Nobel. Ça change rien, mais enfin c'est quand même pas. Alors il y a un autre aspect quand même. Bon, vous avez écarté la médecine génétique, mais c'est pas que je l'écarte pas. Dans le résultat. Par rapport au RAFU, quand on voit les malades souffrant de cancer ou de dépression nerveuse grave, etc. On sait tout sur les gènes de la dépression. Ça change strictement rien sur le traitement. Il reste aussi difficile. Premièrement, est-ce que vous avez constaté qu'il y a ou une amélioration ou une aggravation de l'état moyen de la santé? Il y a une aggravation, c'est indiscutable, et elle est très très difficile. C'est extrêmement difficile quand vous devez tuer un microbe avec des antibiotiques, c'est pas trop difficile. Quand vous devez réparer les conséquences d'années d'erreurs alimentaires ou de médicaments qui ont interféré constamment avec les aliments. Prenons les antacides, par exemple, les médicaments qui bloquent l'acidité gastrique, qui peuvent être utiles sur un temps bref. Mais l'acidité gastrique, c'est fondamental pour la vie humaine. C'est un facteur de longévité essentiel parce que ça contrôle le passage notamment de la vitamine B12 dans le sang. Donc, vous voyez des gens, vous savez plus trop ce qu'il faut faire parce que déjà c'est une tâche presque surhumaine, si vous voulez. Il faut remplacer l'alimentation, il faut essayer d'être aussi complet que possible, mais si on veut être très complet, on a des quantités de substances exagérées. On peut même plus conseiller aux gens de s'alimenter parce que vous n'êtes pas du tout sûr de la quantité de vitamines, comme l'acide folique par exemple dans les salades, parce que les gens ils font 4 récoltes par an. J'ai soigné un monsieur qui avait 250 hectares de salade, il m'a dit je mangerai jamais une de mes salades. Je fais 5 récoltes par an, il n'y a rien dedans. Alors, le résultat, c'est que on voit de plus en plus ces manifestations qui sont les troubles des ongles, la fatigue, la sensibilité au stress, la variabilité de la tension artérielle, les troubles du sommeil, les ongles rayés, les pellicules, des troubles digestifs pouvant prendre toutes les formes possibles, les douleurs dans le dos aussi qui touchent surtout les épaules, mais qu'on trouve dans tous les secteurs. Et ça a suivi une courbe vraiment exponentielle. Ça, c'est les pelagres, non? C'est des formes. Toutes ces maladies sont des formes mélangées et complexes de micro-carences qui sont souvent localisées. Parce que la médecine telle qu'on la pratique, elle est grossière. Quand par exemple, on cherche une hyper ou hypothyroïdie, qui n'existe jamais en tant que telle. En général, la thyroïde, elle est dysthyroïdienne, elle a des mélanges. Et le drame, c'est que vous pouvez avoir une hypothyroïdie qui ne touche que, par exemple, 500 000 neurones dans le cerveau. Ça, c'était évident déjà. On pouvait le savoir sur la base des sciences fondamentales, mais j'ai vu récemment, c'est dans le dernier numéro de l'American Journal of Psychiatry, quand on injecte en intratécal, c'est-à-dire directement dans le cerveau, à travers la dure mère, l'hormone hypothalamique qui déclenche la sécrétion des hormones thyroïdiennes, le TRH, on a une sédation de la dépression dans les 5 minutes, voire moins, quoi. Là-dessus, qu'est-ce que fait le pape? Il s'exprime au lendemain du Congrès mondial religion et paix qui a eu lieu à Kyoto, devant 30 000 fidèles, dont d'ailleurs beaucoup de fidèles de Versailles qui étaient là-bas avec Monseigneur Thomas.
il prend la parole et il évoque les versets de l'Apocalypse où, dit-il, on voit, où Jean voit les 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël et la foule immense de toute nation, race, peuple, de toute race, peuple et nation, parvenus dans la gloire du ciel, tous les justes de la terre, faisant monter leur louange à Dieu. Bon. Et le texte exact, c'est pas ça. Alors il en conclut que cette évocation suggestive du livre de l'Apocalypse invite à considérer le dialogue interreligieux auquel le Concile Vatican II nous a encouragés, en expliquant que toute l'humanité tend vers l'adoration authentique de Dieu et vers la communion fraternelle des hommes. Bon. Mais c'est pas vrai, tout simplement, parce que le texte exact, c'est pas ça qu'il dit. Le texte exact de l'Apocalypse, il dit « Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Autrement dit, ce que proclament les justes, c'est leur foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pas quelque chose que proclament les juifs, les musulmans. Bon, donc, c'est pas vrai que toute l'humanité tend vers ça. C'est pas la même chose. Il faut pas dire tout et le contraire de tout. Et dans le même temps, le Vatican fournit un document sur le Congrès mondial des religions pour la paix, le World Conference on Religion and Peace, qui réunit des chrétiens, des juifs, des musulmans, mais des bouddhistes, des confucianistes, des sikhs, des baïstes, des hindouistes, des shintoïstes, des taoïstes, des zoroastristes, des animistes africains, des chamans sud-américains, des médecines-men australiens, des sorciers océaniens et tout. Enfin, on croit rêver, vous comprenez. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses. On ne peut pas dire n'importe quoi quand on est sur le trône de Saint-Pierre. Or, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je suis catholique, je ne comprends plus rien à ce discours. Et je pense que des milliers de catholiques sont comme moi et disent on en a marre, on veut un discours clair. Parce que si n'importe qui est sauvé, alors il vaut mieux appartenir à la secte la plus rigolote du monde. Ah madame, oui. Hein, c'est pas la peine de s'emmerder de ce côté-ci de la vie. Si ça coûte absolument, si ça rapporte rien, de faire un effort. On n'a qu'à faire comme les musulmans, par exemple, qui considèrent qu'on monte directement au ciel si on égorge son ennemi. Enfin, les islamistes, puisque c'est pas les musulmans, tout le monde sait bien que c'est une religion de tolérance. C'est l'islamisme qui est une religion qui n'est pas de tolérance. Bon, j'aurais pas, écoutez, Serge, j'aurais pas vous énerver, parce que je voudrais pas que vous ayez encore un accès non, je m'énerve pas. Par contre, je dis simplement que, vous comprenez, la difficulté de ce genre de sujet, c'est que il y a chez nous, dans notre famille, des blocages qui sont des blocages de discipline. Et on mélange tout. On croit que l'infaillibilité, c'est le droit de dire n'importe quoi. On croit que l'obéissance, c'est l'obligation d'accepter n'importe quoi. Or, c'est pas ça. On est une religion de liberté, une religion où l'intelligence est libre de fonctionner et où le désaccord est libre de s'exprimer quand il est fait avec courtoisie. Et là, le papier, il est courtois pour le Saint-Père. Il dit simplement, nous, on comprend pas. On comprend pas comment on peut dire tout et le contraire de tout. Mais ils connaissent les mêmes ennuis, c'est-à-dire que c'est la chasse féroce et qu'il n'y a pas d'alternative. La grande idée qu'on essaie d'installer dans les têtes actuellement, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Ça veut dire, en tout cas, parce que moi, ce que je constate, à part le scandale que sur notre argent, enfin, Philippe Ploquin-Lassac, si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir, hein, vous n'êtes pas, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, mais je voulais dire simplement la chose suivante, c'est que, outre l'aspect que je trouve absolument scandaleux, hein, de cette manigance, ça montre une chose. Ça montre que contrairement à ce que le bon peuple croit, parce qu'on lui enseignait ça dans les écoles laïques, l'État n'est pas neutre. Ah non. De ce point de vue-là, les marxistes avaient raison. L'État n'est pas neutre, il est bourgeois prolétarien. Moi, vous avez tout à fait raison. Moi, je suis pas contre. La mise est fausse, si vous voulez, mais je suis pas contre. L'État n'est pas neutre. L'État est de gauche. C'est vraiment un monde qui est fait pour les gens de gauche. Oui, ça c'est certain. Et ça c'est particulièrement visible depuis la Libération, parce qu'avant-guerre, il y avait une bien plus grande liberté de parole et tout le monde pouvait se faire entendre. Il y a des choses qui étaient publiées avant-guerre qui sont impubliables maintenant. Et les choses, ça me fait beaucoup penser au trafic des piastres, par exemple. Ah oui, oui. Le trafic des piastres, on avait repéré qu'à ce moment-là, tout le monde politique était dans la même combine. Et ça a été publié et ça a fait un énorme scandale. Aujourd'hui, ça fait quelques années que l'on dit sans le dire, tout en le disant, et puis on n'arrive pas en fin de compte à établir la démonstration parce que à chaque fois c'est reporté, soit en saucissonnant les affaires judiciaires, soit en reportant éternellement. Et le résultat, c'est que la libre parole ne s'exerce plus du tout normalement. Elle s'exerçait, c'est évident, beaucoup mieux, on va dire avant la Ve République. Je dirais avant la dernière guerre.
Avant la dernière guerre, encore plus. Parce qu'en fait, c'est le syndicat des vainqueurs de la dernière guerre qui ont occupé le pays et qui ne lâchent pas le morceau. On vit sous une dictature hypocrite et que les gens ne comprennent pas. Parce que l'affaire des Balkans n'est pas terminée. C'est pas parce qu'on n'en parle plus, parce qu'il n'y a plus de bombes que c'est fini. C'est loin d'être terminé. Bien au contraire. C'est maintenant que la partie sérieuse se remporte, c'est-à-dire le découpage avec les entreprises et on est en train de se payer maintenant de ce qui a été fait. Et là, vous allez trouver des gens qui ont quand même des idées bien précises parce qu'ils vivent pour les uns au cœur du danger. Certains sont serbes. C'est pas des gens si effrayants que ça, hein, pour les gens qui n'en ont jamais vu. Ça ressemble étonnamment à des Français, à des Russes. Enfin, ça a l'air d'être des êtres humains quand même, hein. Moi, je suis bien obligé de reconnaître que oui. Parce qu'ils saignent, enfin. Ça, on sait pas. On a vu des photos, les voit saigner. Enfin, ça a l'air d'être des êtres humains, quoi. C'est du maquillage, vous savez. Bah oui, ça peut arriver. On nous l'a beaucoup dit, oui. Oui. Ça, c'est clair, c'est certain. Qu'est-ce que l'éducation dite nationale, qui est tout sauf nationale, d'un régime de gauche qui est le nôtre depuis déjà 2 siècles? Qu'est-ce qu'elle peut enseigner d'autre que des valeurs de gauche? Comment est-ce qu'on peut soustraire nos enfants à ce régime idéologique? Justement, par la transmission dans la famille, parce qu'en fait, l'éducation première se fait dans la famille, pour autant que la famille s'en préoccupe. Qu'elle ne démissionne pas de son rôle premier. Parce que la famille, ça c'est une valeur de droite, la famille. C'est une valeur. La famille, c'est une valeur de droite. Oui, c'est une valeur de droite. Une valeur de droite. Mais je vois autour de moi, malheureusement, même des familles avec lesquelles nous sommes très liés, où, sur le plan religieux, ça tient encore un peu, mais sur le plan politique, les enfants ne savent plus rien. Or, les deux sont inséparables. Le politique doit appuyer le religieux doit appuyer le politique. Parce que si le religieux s'occupe pas de politique, de toute façon la phrase est connue, la politique s'occupe d'eux, et surtout elle fait les lois. Alors quand les catholiques se contentent d'assurer leur salut, c'est très bien, mais le salut, quand on laisse se faire des lois permissives, destructrices, eh bien les enfants ne tiennent pas très longtemps quand ils sont abandonnés, parce que c'est le cas, dans la nature de la jungle actuelle. Parle de l'origine historique du terme. Parce que c'est ça qui définit tout, en fait. Pourquoi est-ce que ce terme a été créé? Qui l'a créé? En fonction de quoi? Je rappelle justement, et c'est ça qui est amusant, c'est l'ironie de l'histoire, c'est un adversaire de la nation, un étranger, qui était Weishaupt, professeur à Ingolstadt en Bavière, créateur surtout de la secte maçonnique des Illuminés de Bavière, qui à la fin du XVIIIe siècle, dans une correspondance à ses conjurés, qui a été saisie par la police de l'époque, définit les hommes de son temps en 2 groupes. Ceux qui prônent l'amour général dont il est, c'est l'équivalent de nos cosmopolites actuels, et ceux qui défendent l'amour national ou nationaliste. Et là, en fait, tout est dit. Défendre la nation, nationaliste, je crois que ça n'a pas beaucoup changé depuis lors, sauf que le terme a pris des sens différents, notamment avec l'apparition du principe des nationalités, où tout a été mélangé, on a fait dire au nationalisme le contraire de ce que c'était à l'origine. Et ça, j'essaye de l'expliquer clairement dans mon livre. Donc, le nationalisme français, d'abord, est le premier qui apparaît, historiquement. Ça n'a rien d'étonnant, puisque la nation française est la première nation constituée au monde. Et donc apparaît en réaction aux idées sous-jacentes des prémices de la Révolution, qui dès les débuts apparaissent non pas comme une révolution ni populaire ni nationale, mais internationaliste et cosmopolite. Et il est évident que dans tous nos manuels d'histoire, on nous parle toujours des révolutionnaires français, les Robespierre, les Marat, les Saint-Just. Les Marat n'étaient pas français, etc. Et Marat qui était citoyen de Genève, justement. Les Danton, etc. Mais derrière ces figures-là, il y avait des agitateurs étrangers, comme en mai 68. La figure est la même. Vous avez un homme qui a été naturalisé français par la Convention parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait « La République universelle ». C'était un dénommé Anacharsis Klotz,
c'était un prénom inventé bien entendu, qui définissait bien le personnage, et la tendance justement de ce qui était sous-jacent à la Révolution française, cette espèce de nébuleuse de république universelle, anarchisante, destructrice de toutes les structures existantes, de la religion, de la monarchie, et d'ailleurs quand je prône l'alliance de la religion et du politique, j'insiste bien sur le fait que nos adversaires ne se sont pas attaqués uniquement à la monarchie ou uniquement à la religion, ils se sont attaqués aux deux en même temps. Parce que l'un était le support de l'autre. L'ensemble des Français qui adhèrent aux idées nouvelles. Et je voudrais, à l'appui de ce que je vous dis maintenant, vous lire cette petite phrase de Carrier, le célèbre Carrier des Noyades de Nantes, entre autres choses. Encore un grand humaniste, celui-là, tiens. Vous verrez comment pour eux la nation, c'était une nation bien particulière. Il dit, nous ferons de la France un cimetière plutôt que de ne pas la régenter à notre manière. Bien sûr. Alors, l'appel à la patrie en danger, etc., la nation en danger, c'est évidemment pour essayer de rallier à aux idées de la Révolution les Français qui n'étaient pas tellement chauds. Et ceux qui n'étaient pas chauds du tout, on les raccourcissait, ça allait encore plus vite, pour les convaincre. Donc, c'est toujours le jeu du faux semblant. La Révolution, pour s'imposer quand même, devait évidemment se présenter comme défenseur de la nation et du peuple. Défenseur du peuple. Quand on interdit les corporations, qui régentaient et défendaient le monde du travail, que l'on ne remplace par rien. Et il faudra attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec la droite du XIXe siècle, avec la droite légitimiste et nationaliste de l'époque, Latour du Pin, Albert Demain, Frédéric Leplay et compagnie, qui vont, un travail qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale, obtenir l'abrogation de l'interdiction de syndicats de défense des ouvriers. On connaît les conditions de travail épouvantables faites aux femmes et aux enfants à l'époque. Oui. C'est ça les amis du peuple. Oui, alors, révolution nationaliste, révolution au nom du peuple, non. C'est vrai que ce qu'on appelait les catholiques sociaux, hein, tous royalistes, légitimistes pour le comte de Chambord, évidemment, pas pour les Orléans, c'est eux qui ont réussi à faire voter la loi abolissant le travail des femmes. Exactement. Exactement. Et maintenant, vous voyez, le beau progrès de la gauche. Interdit de travailler les femmes de nuit. Et maintenant, le beau progrès de la gauche unie, on nous remet là. C'est plus magnifique. C'est plus que la gauche unie, c'est l'Europe, hein. Ah oui, bien sûr, mais c'est l'Europe. Mais ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui sont installés partout. Alors cette histoire le nationalisme français, alors oui, je vous pousse pas dans vos retranchements, on discute ici très aimablement, parce que votre livre est quand même très intéressant et très documenté, et c'est intéressant de le lire pour réfléchir à cette thèse. Moi je pense que le nationalisme est un concept qui est inventé par la Révolution. Non. Il est moi je non, pense. Ça, cher ami, je suis obligé de vous dire non, puisque justement, c'est pour ça que je remonte à l'origine première, qui démontre bien qu'un allié des révolutionnaires, le franc-maçon Weishaupt, met en garde ses conjurés contre ceux qui, à l'époque déjà, entendaient, mais quelle idée, défendre la nation et les appeler les nationalistes. Alors, c'est pas possible. Ils peuvent pas à la fois être contre les nationalistes et être à la fois nationalistes eux-mêmes. Mais est-ce qu'ils peuvent pas être nationalistes à une époque de leur évolution, à un moment de leur histoire? Parce qu'ils donnent au sens, d'ailleurs ils n'utilisent pas, ils n'utilisent pas le terme d'abord, ils disent patriote, ils disent pas nationaliste. Or, là aussi j'explique dans mon livre la différence entre patriotisme et nationalisme. Ce sont des notions totalement différentes qui ont leur importance, et d'ailleurs malheureusement c'est la cause probablement d'une de nos guerres civiles, la dernière, où vous avez eu de très braves gens qui ont choisi De Gaulle par patriotisme, parce qu'ils étaient ulcérés de l'invasion et de l'occupant, alors que d'autres, considérant que s'il y avait eu invasion du territoire, c'est parce que la France avait été préalablement envahie par une idéologie qui l'avait détruite de l'intérieur, et qu'avant de vouloir jouer aux petits soldats, il fallait commencer par remettre les principes constitutifs de la France en place, et donc détruire les autres. Oui,
Ça se défend. Mais moi, je reviens toujours à ma Cher ami, vous êtes de quelle loge? Je vais vous dire, moi je reviens toujours à mes premiers amours. Pour moi, la gauche et la révolution. Hein. Pour moi, c'est la même chose. Ah oui, c'est tout à fait ça, on est d'accord. Au XVIIIe siècle, moi je considère qu'elle est nationaliste. Je considère qu'au XIXe siècle, elle devient internationaliste, et je considère qu'au XXe siècle, elle devient mondialiste, parce qu'elle franchit des étapes. Elle gagne du terrain. Et nous, malheureusement, nous en perdons. Chaque bataille perdue, c'est du terrain perdu. Et c'est vrai quand même que depuis 2 siècles, on ne fait que perdre des batailles. D'accord, mais alors expliquez-moi pourquoi la Convention, qui d'après vous serait nationaliste, donne la nationalité française à Anacharsis Klotz pour avoir écrit un livre qui n'est pas du tout nationaliste, puisqu'il s'appelle La République universelle. Ça colle pas à votre thèse. Si, enfin, c'est pas une thèse, c'est simplement c'est une opinion que j'émets. C'est pas une thèse parce que je l'ai pas développée aussi savamment que vous, mais c'est une opinion que j'émets parce que moi je vois dans le processus révolutionnaire précisément un processus. On est dans une dialectique. Ce sont des dialecticiens. Tout à fait. Bon, c'est un pas en avant, enfin 2 pas en avant, un pas en arrière. Il y a des moments où il faut, mais la gauche n'est pas nationaliste. Elle est nationaliste au moment où l'idée de nationalisme est utile pour prendre le pouvoir. Pour tout gérer. Pour tromper le peuple, oui. Au XIXe siècle, elle n'en a plus besoin. Elle devient, à cause des idéologies marxistes, notamment et socialistes, elle devient internationaliste. Pour elle, le concept de nation est un concept bourgeois. Et donc ce qu'il faut, c'est la révolution prolétarienne, donc c'est l'internationalisme prolétarien. Et aujourd'hui, mais ils s'en foutent totalement. Le prolétariat, c'est terminé, toutes ces histoires-là. Aujourd'hui, ils sont mondialistes. Et ils ont encore en la nation, ce que nous appelons la nation, dans notre vocabulaire à nous, gens de droite, en exécration. Autrement dit, il faut pas se bloquer quand je dis que le nationalisme est une idée qui d'abord est manipulée par la gauche. Il n'y a jamais eu de nationalisme sous l'Ancien Régime. Jamais. Ah bien sûr que non, puisqu'on n'en avait pas besoin. Puisque la monarchie remplissait son rôle. Le roi, c'est la nation. Oui, bien sûr. Tout commence mal dans ce pays, à part que tout a commencé à aller très mal à la mort du grand dauphin. Mais tout commence mal dans ce pays quand on commence à faire la dichotomie entre le roi et la nation. C'est aussi la question de la souveraineté qui est posée. Hein, quand on décide que la souveraineté qui était absolument dans la personne du roi, et c'est pas une propriété, c'est pas quelque chose qui permet d'avoir des pourcentages d'agios tous les ans, la souveraineté. La souveraineté, c'est ce qui est utile à tous. Bon. Ce qui permet de bien gouverner un pays. À partir du moment où on dit, il y a un monsieur qu'on appelle un souverain, puis le peuple qu'on appelle souverain, de souveraineté, c'est fini. Alors ça c'est évident, mais c'est la mort. Il est évident que le nationalisme ne pouvait pas exister du temps de la monarchie, puisque la monarchie remplissait le rôle que le nationalisme a dû prendre par défaut. Parce que si le nationalisme est apparu en fait à la fin du XVIIIe siècle, c'est d'une part en réaction aux idées déjà, je le répète quand même, mondialistes de la Révolution, et par défaut du fait de la carence de la monarchie qui se laissait aller, qui ne se défendait pas face aux idées nouvelles. C'est vrai, mais la mondialisation, le mondialisme, la République universelle et tout, ça c'est dans tous les textes des révolutionnaires. Vous parliez de Claus l'anarchiste. Moi j'appelle l'anarchiste de Claus. Oui, tout à fait. C'était allemand, je sais pas qu'il était. Oui, tout à fait, c'était un juif prussien. Un prussien en plus. Bon. Que veux-je dire? Il y avait aussi dans la Révolution plusieurs tendances. Certaines étaient de leur époque, d'autres étaient en avance. Si vous voulez, Babeuf était encore beaucoup plus en avance. Mais l'idée, c'est ça, c'est l'idée léniniste. On est dans plein de théories léninistes. Tout à fait, mais un exemple. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Ce qu'on peut pas obtenir tout de suite, on laisse passer. Bon, il y aura un petit repli. On va réavancer de 2 pas, puis on va reculer d'1 pas. Bon, je vous dis, nationalisme, internationalisme, mondialisme. Un exemple. Ceci dit, pas dans le sens où vous l'entendez, parce que moi je suis nationaliste aussi, moi j'aime ma nation, je veux la défendre, je suis patriote, je suis pour la... Un exemple justement de cette duplicité dans les termes qui a abusé à l'époque énormément de gens. Vous avez des gens comme Joseph de Maistre, qui ont été francs-maçons, et qui ont marché dans les combines de la Révolution jusqu'à un certain point. Vous avez Chénier. Vous en avez tout un tas comme ça, qui ont été pris par cette illusion de la façade de la Révolution, croyant se battre pour effectivement face à certains abus de la monarchie finissante, se battre pour le peuple, c'était généreux, c'était très bien. Et puis bon, les idées généreuses, c'est bien, mais ça a un temps parce que certains finissent par comprendre que derrière ça, il y a tout autre chose. Bien sûr. Mais moyennant quoi, Chénier s'est fait raccourcir. Oui. Et Joseph de Maistre a fait tout un travail de critique et de doctrine remarquable, et il a un texte que je considère d'ailleurs constitutif de toute la démarche nationaliste.
c'est quand il dit, c'est sous une forme interrogative. Il dit, jusqu'à présent, les nations ont été tuées par conquête, c'est-à-dire par voie de pénétration. Mais il se présente ici une grande question, une nation peut-elle mourir sur son propre sol, sans transplantation ni pénétration, uniquement par voie de putréfaction, en laissant parvenir la corruption jusqu'au point central et jusqu'aux principes originaux constitutifs qui font ce qu'elle est. C'est exactement toute la démarche de la Révolution jusqu'à nos jours, qui pervertit, qui tente de miner l'idée même de nation. Le problème de la race est très difficile à poser en France, parce qu'on ne peut pas parler, et ça déjà depuis longtemps, de race française. C'est très différent du problème allemand. Je crois qu'il faut, si on veut s'entendre un jour, et ne pas livrer des combats séparément, voire opposés, revenir à l'origine même de l'idée qui devrait nous réunir, qui est le nationalisme. C'est pour ça que j'ai surmonté à l'origine première historique. Alors, faire un combat racialiste actuellement, même sans parler de l'apport récent de l'immigration maghrébine, ça ne colle pas avec l'ethnicité française. Ça ne colle pas. Et de toute façon, un combat pour l'ethnie n'est pas un combat philosophique. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir à faire. Ça n'a rien à voir à faire avec les principes. Avec ça n'a rien à voir à faire. C'est pas ça. C'est un autre. Bon, alors que l'on n'aime pas certains faciès, c'est réciproque dans tous les sens, c'est évident. Mais je crois que ce n'est pas la chose primordiale qui devrait nous occuper aujourd'hui. Ceci dit, je n'ai rien contre certains, parce que je sais qu'il y a des gens de très très bonne foi et bonne volonté, mais je voudrais qu'ils s'attachent un petit peu à remonter aux sources de ce qu'est réellement la nation française et pourquoi à une certaine époque, certains Français lucides ont commencé à réagir face à la Révolution, aux idées de gauche, comme vous dites. Et nous avons de très bons, je suppose de très bons Français. Moi, j'en ai vu quelques-uns dans des reportages, parce que malheureusement mes moyens ne me permettent pas d'aller dans les îles, dans les Antilles ou alors. Enfin, nous avons quand même des Français qui sont de type tahitien, d'autres qui sont des types indiens. Nous en avons en Amazonie, de type noir, de type jaune, de type blanc, de type on a toutes sortes. Mais tout ça fait d'excellents Français. S'ils adhèrent à l'idée de la nation, moi je vois pas franchement d'inconvénient. Parce que la France je crois que c'est un grand projet politique. C'est un grand projet de civilisation. Monsieur l'abbé, vous parliez de nationalisme. Bon, je sais qu'elle a été l'auteur de ce terme. D'ailleurs, il n'a pas eu une vie très longue parce que la sonorité était assez particulière. Excusez-moi, je tombe des nues. Moi, c'est qui a inventé ça? C'est Jean-Marie Le Pen. Ah, bon. Ah bon, moi je pensais que c'était l'abbé qui venait de l'inventer maintenant. Dans les années 93, bon, vu la sonorité, beaucoup de ceux qui l'ont entendu la première fois sont partis d'un éclat de rire. Le problème, c'est que on peut pas passer notre temps, tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 20 ans, à changer de terme parce que l'adversaire aura mis une connotation péjorative. Il y a un moment donné où il faut dire flûte, crotte. Oui, c'est notre héritage. On risque de plus se faire entendre. Mais non, mais de toute façon, on nous entend pas. Non, mais plus du tout. Non. Mais de toute façon, nos adversaires, nous ferons jamais la moindre fleur. Nous avons à nous battre sur nos positions. C'est comme dans une guerre. Est-ce que vous croyez qu'on gagne des batailles en faisant une fleur à celui qui est en face avec un fusil? C'est à celui qui tire le premier qui a les meilleures munitions. Il faut être plus intelligent aussi. Or, je constate que malheureusement, la droite nationale, d'abord, ne connaît pas l'adversaire. Ne connaît pas l'adversaire. Et je pèse mes mots. Ne connaît pas son héritage. Ne sait pas exactement sur quel principe elle doit se battre. Alors elle flotte. Elle croit que pour être plus efficace, il faut dire tel mot et que ça passera mieux, qu'on l'acceptera, qu'on arrivera peut-être plus facilement au pouvoir. Non, il faut tenir sur les positions. Donc c'est pas la peine de rajouter un R à un mouvement national, par exemple. Non, franchement, non. Parce que le nazisme, qu'est-ce que c'est? Le communisme stalinien, est-ce que ce ne sont pas des nationalismes? Bon, il est évident. Et alors, est-ce que tout nationalisme est bon? Il est évident que dans ces réactions, il y a des aspects communs avec le nationalisme français.
il est certain que tout ce que l'on a appelé les révolutions nationalistes du XXe siècle, enfin de la première moitié du XXe siècle, partagent un certain nombre de caractéristiques communes. Toutes ont rétabli les corporations. Toutes ont interdit la maçonnerie. Il y a évidemment un danger, c'est qu'on nous présente les choses d'une certaine façon et nous avons le devoir en tant qu'honnêtes hommes que nous pensons, que nous essayons d'être, de faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui a été forgé. Et notamment vis-à-vis du national-socialisme, il y a une chose que beaucoup de gens de droite méconnaissent, parce qu'on leur dit tout le contraire. Il y a eu tout de même un accord entre le national-socialisme et l'Église catholique. Il y a eu un concordat quant à l'éducation des Allemands par l'Église catholique, de même que le fascisme en Italie. On ne peut pas en dire autant du communisme. Bon, ce sont des choses qu'il faut savoir. Donc il y a eu des points de contact. Mais il est évident, si j'ai bien pris comme titre le nationalisme français, c'est que moi, en tant que Français, la seule chose qui m'intéresse, c'est de défendre mon pays. Enfin, bien sûr. Ça, c'est patriote. Il est évident, et vous faites très bien de parler du nationalisme, du national-socialisme, c'est qu'on peut trouver des points de contact avec notre époque. Au sujet de la nouvelle droite païenne, on constate tout de même, quand on étudie un tant soit peu l'évolution du national-socialisme entre son avènement au pouvoir en 1933 et la deuxième partie, notamment à partir du déclenchement de la guerre, une évolution, notamment une évolution dans son attitude vis-à-vis de la religion catholique. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre des éléments les plus virulents, athées, païens, se sont opposés contre la religion catholique à cette époque-là. Et c'est un danger pour nous dans la réaction qui tout de même est en cours, c'est qu'on recommence le même genre d'erreur, que sous prétexte de la démission de l'Église officielle, certains veuillent retourner à la soi-disant pureté païenne pour retrouver une vigueur que l'Église catholique n'a plus. Et c'est un danger. Il risque de modifier... Ça existait à toute époque de l'histoire de l'Église. Ah oui, ça c'est évident. C'est pas vraiment caractéristique de notre époque. Non. Mais par contre, moi je voudrais vous faire quand même... Bon, mais j'essaie de comprendre. En même temps, Bon. Moi j'ai que des opinions. Bon, alors les opinions, ça se paye 5 sous la tonne. Mais, bon, le nationalisme... Il y a quand même bien un nationalisme allemand. Adolf Hitler était un nationaliste allemand. Bon, ce nationalisme, il est de gauche. Il est de gauche. Il ne défend pas des valeurs de droite. Le nationalisme allemand est très différent, tout au moins la manifestation qui a eu lieu avec Hitler est d'une nature tout de même très différente de ce que représente le nationalisme français. Parce que le nationalisme français, en fait, c'est l'alliance entre deux desseins. Le dessein monarchiste des rois de France, et un dessein divin. Et c'est l'alliance de Clovis et de Saint-Rémy, renouvelée, perpétuée avec le serment de Reims. Et c'est ça aussi que j'essaie de démontrer dans mon livre, et c'est ça qui fait la spécificité du nationalisme français, et c'est ça que je défends pas autre chose, je défends ça. Alors, qu'il y ait eu des points de contact sur certaines attitudes, parce que quand un pays est attaqué par un même mal, il a tendance à réagir de la même façon, ça ne veut pas dire que l'ensemble de sa politique soit identique à celle d'un autre. Alors, je me fais bien comprendre. Ah bah là, c'est clair. Mais moi, je vais vous envoyer un petit livre que fait une brochure. Bref, une revue de 160 pages, c'est pas une brochure. Je vais vous l'envoyer. C'est un de nos amis que je recevrai sans doute à la radio, qui s'appelle Christophe Levental, qui dirige une revue qui s'appelle Études bourguignonnes et qui a fait un numéro spécial sur les motivations des conventionnels pour le procès de Louis XVI. Et chacun s'est exprimé, a fait des... alors certains c'était court, d'autres c'était long, etc. Et ce qui revient le plus souvent dans les critiques, les votations pour la peine de mort, c'est que le roi est traître à la nation. Tout à fait. Il a vendu la nation. Vous connaissez le mot extraordinaire de Robespierre au moment du procès.
Si Louis est innocent, c'est en effet de la révolution. Nous sommes tous coupables, évidemment. Mais il avait raison. C'est plein de bon sens. Pour une fois, il avait absolument raison. N'est-ce pas la même chose que les gaullistes et les communistes ont fait avec Pétain? Oui. Pour qu'eux ne soient pas coupables et n'aient pas des comptes à rendre à la nation, notamment ceux qui étaient les responsables de la débâcle, il fallait que Pétain soit coupable, ainsi que ses partisans. Ceci pour vous dire... Il y a un bouquin très intéressant qui vient de sortir aux États-Unis, qui a été écrit par le chef du bureau, c'est une dame, qui dirige le bureau du Financial Times de Moscou. Et elle a vécu pendant une 12aine d'années à Moscou. Elle vient de publier un bouquin dans lequel elle explique qu'en gros, il y a 7 personnes qui sont les grands barons. Il y a 7 personnes qui possèdent actuellement qui contrôlent plus de 50% du PNB soviétique russe. C'est-à-dire qu'ils se sont séparés, le pétrole, les minerais, les grandes banques et assurances, il y a 7 personnes. Ce sont des élus du peuple? Pas du tout. Non, pas du tout. Les grandes chaînes de télévision, ils sont pas dans cet ordre-là. C'est proprement non, ce qui est intéressant, c'est que dans son bouquin, ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est qu'elle révèle que l'accord associant Boris Eltsine à ces 7 personnes, et c'est pour ça que Poutine essaye de lutter contre eux, l'accord a été passé au Forum économique de Davos. Et qu'ils ont passé un accord secret parce qu'elle a fait parler 2 des 7 barons. Et en échange de quoi, ils ont financé la campagne de Eltsine, qui avait très peu de chances d'être réélu. Et ils l'ont financé également personnellement. Et elle donne des éléments très précis, et on vous dit toujours au Forum économique de Davos, les gens, c'est des gens très bien, ils font des théories économiques, etc. Pas du tout, ils font des affaires. Oui, le bouquin vient de sortir, à New York, c'est Random House, ça s'appelle la braderie du siècle. Bon, mais c'est en américain. Le bouquin vient de sortir. C'est un bouquin extraordinaire parce que il montre le degré d'implication. Maintenant, avant, ce que dit Mariadine, je pense que c'est exact. On fait ça dans la ville, après on fait ça au département, après on fait ça dans la région, et puis on fait ça maintenant pratiquement au niveau planétaire. Des barons. Oui, bien sûr. Des barons, vraiment, c'est comme ça. Oui, non, mais c'est ce qu'ils appellent les oligarques ou les barons. Vous savez, c'est ceux qui ont quelques problèmes en ce moment avec Poutine. Voilà. Alors, c'est l'histoire d'un petit Algérien qui se prénommait Mustapha, mais dont on ignorait le nom et l'âge, environ 10 ans. Il était, vous allez voir, c'est extraordinaire. On ignore son nom et son âge. Il était originaire d'Ain Beida, près de Tébessa. Des parachutistes l'ont brûlé et mitraillé. Il a survécu, mais il a laissé une main. Alors après, il y a une demi-colonne d'abomination sur ce qu'on a fait à ce petit Mustapha. Et peu après, j'ai retrouvé une jeune Algérienne, dit M. Charby, qui était voisine de la famille de Mustapha. Elle m'a confirmé ce récit en ajoutant ceci. La veille, 4 soldats français avaient été tués par nos combattants, ça les a rendus furieux, ils ont fait des dégâts, ils étaient ivres. Point. Fermez les guillemets. Et Charby ajoute, Mustapha était devenu mon fils. Il n'a pas pu vivre avec ses plaies et ses mutilations. Il s'est laissé mourir en décembre de l'année dernière. Et depuis combien de temps? Depuis 62. Depuis même avant, enfin. Probablement avant. En tout cas, au moins depuis 62. Peut-être depuis 60 ou 58. Donc, il a quand même mis 40 ans à se laisser mourir. Écoutez, moi je veux bien, c'est vrai qu'on est des cons de goy, mais il faudrait peut-être quand même arrêter de nous prendre pour des imbéciles tout le temps. Il faudrait essayer de moduler un peu, vous voyez, faire comme si vous soupçonniez qu'on a un petit peu d'intelligence dans la cervelle. Un tout petit peu. Quand vous inventez des carabistouilles, essayez de les rendre un tout petit peu vraisemblables. Au moins, pas beaucoup, je dis un tout petit peu. Arrêtez de nous raconter des conneries, quoi. C'est trop ça. Trop non, le petit Mustapha qui met 40 ans à mourir des tortures. À se laisser mourir. Non, écoutez, ça va maintenant, il y en a marre. En fait, l'affaire du petit Mustapha, c'est l'affaire de Seibnitz. C'est le... Voilà, c'est l'autre affaire de Seibnitz. L'enfant noyé devant 215. L'enfant violenté, noyé, drogué, matraqué. Alors, vous avez vu la suite de cette histoire? Il s'accrochait à la douche. Et il s'accrochait à la pomme de douche. Mais vous avez vu l'histoire, la suite, c'est que maintenant on sait la vérité. Oui. Tout ça, la mère de ce gosse, il faut résumer en 2 mots, ça se passe dans une petite ville d'Allemagne de l'Est, un enfant est retrouvé mort, et les parents qui sont, la mère est allemande de l'Est, le père est de l'Ouest.
d'origine iranienne, le père. Hein. Irakien. Irakien, voilà. Oui, d'extrême gauche irakien. Et possède une grosse pharmacie. Voilà, il a une pharmacie. Et donc leur enfant est mort, ce qui est tragique, évidemment. Il y a 3 ans. Gosse. Et la mère va susciter des témoignages qui vont raconter, en payant les gens, ça on en a la preuve maintenant, elle paye des faux témoins qui vont dire que cet enfant a été torturé et tué par des néo-nazis, skins allemands de l'Est, etc. Devant 300 personnes. Devant 250 personnes dans une piscine, 250 témoins. Bon, on découvre que tous les témoins se déballonnent, ils avouent qu'ils ont été payés pour ça, etc., etc. Mais maintenant, on sait la vérité. Au détour d'une phrase, c'est que faisaient les parents du petit Mustapha? Ils étaient pharmaciens. Qui avait-il accusé? La fille de l'autre pharmacien du bled. Autrement dit, c'est une histoire de concurrence commerciale entre deux potards. Et ça a failli provoquer un cataclysme médiatique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, ces gens-là n'ont toujours pas été arrêtés. Et en réalité, ils se reposent sous protection policière parce qu'ils sont un peu ébranlés actuellement. Sous protection policière de psychologues payés par l'État. Pour leur permettre de se remettre. Et ce qui a été scandaleux, c'est que quand même, le pasteur de la ville ait été déplacé parce qu'il avait élevé certains doutes sur la version de la mère. Cette affaire est absolument scandaleuse et tous les journaux. Enfin, alors maintenant on nous dit mais ils étaient fragiles psychologiquement. Alors voilà. Oui, effectivement, c'est la même histoire en France dans l'affaire Vauvert, où on a trouvé de faux témoignages demandés par SOS Racisme, que le gars s'est déplacé pour faire signer des dépositions et qui se sont rétractées après. Ça, c'est dans le prochain numéro de National Bleu. Alors voilà, donc le combat est réel. Il s'agit d'inspecteurs de la jeunesse et des sports qui veulent nous éradiquer, qui veulent nous détruire. Alors, comment vont se passer les prochains camps? On ne le sait pas, puisque nous, on nous indique les campings aménagés et les centres agréés. Mais si vous avez cette propriété, si vous la transformez en camp, ils vont se faire dorer, les inspecteurs, là, parce que vous ne les laissez pas entrer, vous êtes chez vous, ils n'ont aucun titre à entrer. Ah si, comment partout, mais d'où, avec quel droit? Ah mais c'est comme des commissaires politiques. Un commissaire politique, il fait son travail partout, il rentre partout. Et c'est ce qui est terrible. Alors ce que je voudrais, c'est faire un centre agréé, mais j'aurai pas le temps de le faire pour cet été, à moins que les dons affluent par milliers. Et alors, je vais faire des douches extraordinaires. Alors, je vais faire des lavabos. Bon, les enfants, faut pas qu'ils se douchent trop. C'est pas bon d'être. Non mais ça abîme la peau. Mais bien sûr, mais il faut faire ça pour l'inspection. Donc, il faut quand même que je fasse ça. Est-ce que vous avez le droit, vous, d'aller inspecter l'inspecteur pour savoir s'il se douche aussi? Alors, parce que quand vous voyez la tronche de certains de ces. Non, ce qu'il y a. Certains de ces types, vous dites que la douche et eux, ils doivent pas souvent passer par la même porte. C'est vrai qu'on a un langage très libre avec eux et qu'on leur dit carrément ce qu'on pense. Et je crois que c'est ça qui nous sauve pour l'instant. Pour combien de temps, on ne le sait pas, mais on a un langage très libre, en disant mais vous dites ceci, voilà, pour telle ou telle raison, et nous ne sommes pas d'accord. Nous tenons à vous le dire. Donc ce langage, pour l'instant, nous sauve. Parce que il y a eu tellement de camps qui ont fermé, mais parce qu'ils sont terrorisés. C'est le terrorisme qui fait que le scoutisme actuellement, eh bien, il tient encore un petit peu, mais pour combien de temps? Puisque c'est le seul mouvement qui est dans la ligne de mire actuellement de Marie-Georges Buffet. Hein. Elle veut détruire ce scoutisme de tradition. Elle ruse, elle attend le moment, mais je sais très bien qu'il y a des projets au niveau du Parlement, il y a des projets qui sont préparés pour empêcher les scouts d'Europe de camper. Ça sera peut-être pour 2001 ou 2002 ou 2003, mais comme ils représentent énormément d'effectifs, ils vont s'attaquer aux scouts d'Europe, ça c'est sûr. Alors, reparlez-nous plutôt de ce village-là. Alors, c'est une propriété. Vous nous avez dit 70 hectares. Alors, il n'y a pas 70 hectares. Il y a un petit peu moins. Il y a 55 hectares d'un bloc. Ouais. Et il y a quelques hectares en plus. Ça doit faire 64 hectares en tout, en bordure d'une rivière magnifique. Donc ça, c'est pour les punis, là, le petit bout qui est séparé du reste. Vous en ferez un camp de concentration pour désobéissants, non? Pas du tout, parce que pour y accéder, c'est déjà très dangereux, parce que c'est un terrain très pentu. Et on verra, on fera sans doute des échanges, on a beaucoup de projets. Donc ce qu'il faut, c'est se dire qu'il faut que les scouts de Riomont
et puis pourquoi pas d'autres groupes, fassent actuellement des camps qu'on pourrait s'échanger plus tard, des camps permanents de scoutisme pour la jeunesse française, pour la préparer aux événements futurs, parce que c'est vrai qu'on ne va pas vers quelque chose qui sera paisible, mais vers des chamboulements. Ça, c'est vrai. Le camp des singes, vous l'appelleriez? Je ne sais pas si j'appellerai le camp il ne veut pas dire comment il l'appellera. Roger Olindre, le château de Nevis, il y a cette dimension aussi. Il est quoi? Il y a cette dimension de centre d'accueil pour les jeunes. Il y a tout ce qu'il faut, ça ne nous a pas empêché de nous faire les pires problèmes. Ouais. Et si l'année prochaine je veux relancer la chose, j'espère, je veux essayer de le faire, mais le problème, on se répète constamment, le problème c'est ce problème de BAFA. Mais il n'y a pas... Une troupe scout, d'après moi, ça n'a jamais tourné avec des gens qui ont le BAFA, parce que de toute façon, le BAFA, c'est une étiquette même pas laïque, mais c'est rien du tout. Ils le donnent, dans les banlieues, ils le donnent aux grands frères. Ils le donnent aux grands frères, mais pour le passer, il faut 4 à 5 000 francs. Alors, le gars dit, mais pourquoi vous payez pas? Mais d'abord, moi, je paye pas les jeunes pour qu'aller passer le BAFA, parce que j'ai pas l'argent nécessaire. Et puis, une fois que le jeune a le BAFA, qu'est-ce qui l'oblige à venir encadrer ta troupe scout où il ne sera pas payé, alors que s'il va dans une colonie de vacances, il sera payé. Tout est fait. En l'occurrence, les frères l'ont le BAFA chez vous. Oui, alors nous, on avait 4 BAFD pour cet été, puisque je fais camper quand même 300 jeunes. J'avais des dizaines de BAFA. J'en ai même plus que prévu, Roger, de BAFA. Oui. Là où il en fallait 8, j'en avais 13. Ça n'a pas empêché que Mais moi, il y a un truc excusez-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous êtes dans une propriété privée. Vous avez des jeunes que vous invitez dans cette propriété privée. Moi, si un type vient me voir, me dit je veux visiter, je dis vous barrez, vous n'avez rien à foutre chez moi, tirez-vous. Mais comment vous êtes obligé de les inspecteurs de jeunesse et des sports, c'est les inspecteurs de la propreté, c'est les inspecteurs ils viennent tout contrôler. Et tu ne demandes rien à personne. Mais eux te demandent, tu dois déclarer ton camp. Mais Serge, quand ils viennent, faut quand même pas oublier qu'ils viennent avec la gendarmerie, avec la police, avec les autorités. Il faut leur dire, ils viennent avec et quelquefois avec des cars. Alors on va nous envoyer les gardes mobiles. Si tu leur dis allez vous faire foutre, eh bien ils ferment le camp, ils appellent les parents pour reprendre les gosses. Moi, je voudrais qu'on m'explique comment un système qui ne paye pas, qui ne donne pas d'argent pour que les gosses puissent partir en vacances, a un droit de regard sur la famille. Si je reçois 10 ou 15 copains de mes fils dans ma propriété de vacances, qui va venir me dire qu'il n'y a pas assez de chambres, qu'il n'y a pas assez de douches et tout? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les commissaires politiques du gouvernement, parce qu'on est, Serge, on n'est plus dans un pays libre. Ils vont pas être déçus. En fait, c'est ça, on n'est plus dans un pays libre. C'est incroyable. On n'est pas dans un pays libre. Il faut pas l'accepter. On l'accepte pas, puisque l'été dernier, on a dit qu'on les attendait de pied ferme. C'est ce qui nous a sauvés, ils n'ont pas fermé les camps. Il y a quand même aussi une chose qui est sûre et certaine, c'est que les parents sont pas tous des fanatiques qui sont prêts à se mettre derrière toi. Les parents, ils voient les gosses, ils voient les 3/4 du temps, d'abord ils ont envoyé le gosse là parce que ils savent pas où l'envoyer. Oui, bon, alors toi tu le prends en main et puis tu en fais un gosse comme les autres, pour l'honneur, pour la patrie, tout ça. Mais rien que ça, pour l'honneur et pour la patrie, c'est interdit. À la préfecture, une atmosphère pesante, ce qu'ils appellent. À la préfecture du coin là-bas, c'était noté que fait chanter la Marseillaise aux enfants et envoie les couleurs le matin. Incroyable. Ben voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais de toute façon, ça et tout le reste, on le dit aux Français, les Français ne veulent pas le croire. Même les gens qui sont nos amis croient qu'on affabule. On n'affabule pas du tout. Moi, pour encadrer, en général, j'avais 100 gosses. Bon, il me faut 10 adultes qui ont le BAFA. Enfin, dans une troupe scout, où je vais trouver 10 adultes que je ne connais pas, qui ne fument pas, qui ne soient pas pédérastes. Parce que non, mais ça aussi, ça paraît bizarre, mais c'est le problème crucial. Ça doit se trouver quand même 10 adultes qui ne sont pas pédérastes. Qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui n'est pas des penchants pour les enfants, qui respectent les idées politiques qui sont les tiennes, sans en rajouter et sans rien enlever. C'est-à-dire des gens normaux. Mais je regrette pour trouver 10 types normaux dans ce pays aujourd'hui, dans ce cadre-là, d'encadrement de jeunes. Bon, j'avais un type qui était arrivé, directeur de centre. Il avait des brevets, il y avait de quoi tapisser la cuisine, rien qu'avec les brevets qu'il avait. Bon, je rassemble la troupe, garde à vous, je vous présente notre ami qui vient pour faire un essai d'encadrement.
Bon, je mets tout le monde au repos. Il dit, alors on se tutoie tous, ça vous m'appelez par moment, je m'appelle Roger. Je lui ai dit, bon, direction la sortie. direction la sortie, que j'en avais à foutre d'un type. La première chose qu'il dit, c'est qu'il n'y aura pas de discipline, c'est qu'on est tous là, les uns sur les autres, de préférence. Mais, bon, ensuite, la carrière la plus courte deux gars qui m'avaient été recommandés, parce que aussi les gens de chez nous sont bien gentils, mais enfin, ils voient pas très bien ce que c'est qu'une troupe scout traditionnelle comme avant-guerre. Bon, un type ils sont arrivés à deux, il y en avait un qui était bourré le premier soir, hein, et le lendemain, l'autre, je me suis aperçu qu'il était pédé, j'ai viré tout ça. Voilà. C'est pour ça qu'il faut, alors, je vais vous dire, confiez plutôt vos enfants au scout d'Oriomont, là vous êtes tranquille. Mon système, c'est comme celui du père, c'est que je forme mes cadres moi-même. Enfin, pour que des garçons et des filles soient formés, bon, je les prenais à 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Bon, ils commençaient, bon, mais de toute façon, il faut les envoyer passer le BAFA. Ça coûte 4 à 5 000 balles. Le BAFI. C'est plus facile de passer le BAFI. Alors que les gosses que j'ai, ils en connaissent plus que ceux qui vont passer le BAFA, puisqu'ils connaissent quand même pas mal de choses. Non, il n'a pas l'air décidé. Voilà, mon mouvement de jeunes, les cadets de France et d'Europe, nous sommes déclarés régulièrement au ministère. Et ça dépend du Cercle national des combattants qui est déclaré au ministère des anciens combattants. Nous avons des matricules, nous avons tout. Nous sommes dans les règles les plus totales. Mais là, lorsqu'ils sont descendus, un jour, ils sont venus à 16 au château. À 16. Avec un sous-préfet. Bon, et là, lorsque c'était la commission de la jeunesse, ils étaient 6. Mais tu peux pas être derrière tous. Il y en a qui ont été traînés partout, qui ont été voir partout, qui ont fouillé partout, qui ont ouvert les pioules, qui ont ouvert les placards, qui ont ouvert... Mais c'est la Gestapo, quoi. C'est pas autre chose. Incroyable. La question, la raison pour laquelle j'ai demandé à Roger Olindre de venir ce soir, c'est parce qu'il a été en Algérie à cette époque-là, parce qu'il a été soldat. Et soldat, pas soldat dans les bureaux, pas soldat dans l'intendance et pas soldat aux gamelles, soldat combattant sur le terrain, dans le Djebel et dans les rizières. Et j'aimerais qu'il me livre son sentiment sur cette affaire de la torture. La première question, c'est quel est le degré de vérité de ce qui est dit aujourd'hui à propos de la torture dans les médias. Est-ce qu'il y a une réalité de la torture ou, comme on a dit un peu prudemment et modestement de la question des interrogatoires musclés. Alors, si tu permets, j'avais préparé un petit topo, je vais essayer. Oui, bien sûr. Que ce soit clair pour les jeunes clair. À qui on n'a jamais appris ça et que ça remette les idées en place pour les autres. Hein. Il est bien entendu que l'humanité n'a pas lancé cette affaire tout à fait par hasard. Hein. Et si ça a été repris par les autres journaux, dans des journaux qui se veulent de grande information, c'est pas un hasard non plus. C'est pas un hasard si constamment et depuis des années maintenant, on nous reproche Vichy et l'Algérie. Ça n'est pas un hasard s'il y a eu le procès Papon qui permettait à certains individus de faire l'amalgame entre Vichy, l'Algérie, puisque Papon avait été en Algérie, Papon avait été à Vichy. Alors, on peut se poser la question, se la poser sérieusement, pourquoi cette haine? Cette haine vient du fait que, quoi qu'ils en aient dit, l'armée française a gagné la guerre d'Algérie. Elle a gagné sur le terrain. L'armée française a perdu politiquement, mais elle a gagné sur le terrain. Avant cela, les soldats français, pas uniquement les parachutistes, parce qu'il y a eu la 10e division parachutiste qui a été engagée dans la bataille d'Alger, mais il y avait d'autres unités, les Zouaves, entre autres, puis d'autres unités. Ces soldats français qui sont venus au secours du gouvernement qui n'arrivait pas à rétablir la situation dans la ville parce que grâce aux communistes du Parti communiste algérien, aux Européens du Parti communiste algérien qui fabriquaient les bombes et qui apprenaient aux gens du FLN comment les fabriquer et comment les poser, la ville était un massacre quotidien. Les bombes étaient mises de préférence aux arrêts d'autobus, dans les dancings et dans les boîtes ou les bistrots où allaient les jeunes d'Alger, les jeunes étudiants entre autres. Et
l'armée française est intervenue, l'armée française qui avait été envoyée en Algérie par un gouvernement socialiste. Et l'armée française, sur ordre du même gouvernement socialiste, a reçu ordre de gagner la bataille d'Alger. Et beaucoup de gens, dès cette époque, pensaient que l'armée française ne gagnerait pas la bataille d'Alger. Manque de peau, les soldats français ont gagné la bataille d'Alger. Ils n'ont pas fait ça avec beaucoup de cœur, parce que c'était pas leur métier, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce que d'abord, les cadres rentraient d'Indochine, où on avait abandonné les gens qui nous étaient fidèles, les catholiques du Tonkin, tous les supplétifs qui avaient servi à nos côtés. On l'a vu d'ailleurs après avec les boat people et tout ça. Et l'armée française en Algérie ne voulait pas perdre la guerre. Parce que le but d'une armée qui part faire la guerre, c'est de gagner la guerre. Et là, pour une fois, un gouvernement socialiste envoyait les troupes outre-Méditerranée et demandait, dans une ville comme Alger, dans la capitale de l'Algérie française, d'éradiquer les terroristes. Et l'armée française, dans son ensemble, qui était sur Alger, avec la 10e d'épée et sous les ordres de Massu, mais je dis bien, il n'y avait pas que des paras. Il y avait beaucoup d'appelés qui ont fait leur travail. Et ils ont gagné la guerre. Et ils ont gagné la bataille d'Alger. Ils ont écrasé le FLN. Ils ont écrasé les tueurs. Mais tout cela, ça ne se fait pas les doigts dans le nez. Et il est bien sûr et certain que si demain, il y avait seulement 10 bombes qui explosent dans Paris, on les entendrait gémir. Mais que fait l'armée? Mais que fait la police? Mais tuer tous ces terroristes? Eh bien, l'armée a fait ce que le gouvernement lui avait demandé. Alors pourquoi revenir toujours sur Vichy, sur l'Algérie, sur Papon et la bataille de Paris? C'est parce que cela sert à semer la haine dans les quartiers, la haine auprès des jeunes. Et le Parti communiste espère là se refaire une santé en trouvant une clientèle électorale, ce qui est, à mon avis, proprement honteux et je dirais même en termes paras, proprement dégueulasse. Et puis c'est aussi culpabiliser la police pour aujourd'hui et pour demain. Parce qu'il est bien sûr et certain que demain, si ça claque, je ne sais pas quelles sont les unités. Ça fait 20 ans que je dis, si jamais un jour un ayatollah quelconque a fait débarquer clandestinement 4 ou 5 000 Kalachnikov ou Thompson, publicité non payée, bien qui ira les sortir des immeubles? Quand chaque immeuble sera relié entre eux, par les étages, par les souterrains, par les caves. Déjà, ils n'y vont pas aujourd'hui pour chasser la drogue. Alors si demain, les gens sont armés, qui ira les chasser? Où sont les unités françaises capables de mettre de l'ordre? On mettra les pouces, on discutera avec les représentants des jeunes. Il ne faut pas oublier quand même une chose, que ça leur plaise ou que ça ne leur plaise pas. Il y a plus de 2 millions de jeunes Français qui ont été appelés ou rappelés pour l'Algérie. C'est vrai qu'au moment du rappel, pour les rappeler, il y a eu quelques problèmes, mais il y a eu très peu de problèmes avec les appelés. Et les 3/4 de ces appelés ont fait leur travail. Ils n'ont pas tous participé au grand combat, mais les bonnes unités, les unités dites d'élite, à part la Légion étrangère qui est toujours composée d'engagés et qui en Algérie n'avait pas d'appelés dans ses rangs, les autres unités, les bonnes unités paras, toutes les unités vert et rouge étaient composées à majorité d'appelés. Et ces gens-là, dès le départ, ont eu en face d'eux des tueurs. Ce n'est pas nous qui inventons l'histoire. Ce n'est pas nous les révisionnistes qui changeons les données de l'histoire. Dès le début, il y a eu El Alia, une petite mine à côté de Philippeville, où là, c'était des mineurs européens. Je ne dis pas français, puisqu'il y avait des mineurs, des gens de toute l'Europe, devenus français, mais venant aussi bien de Sicile que de partout. Ils ont été massacrés, eux et leurs familles. Et à El Alia, on a vu des dizaines d'enfants, de petits-enfants qui ont été assassinés, égorgés, les hommes émasculés. Sur les portes des granges et sur les portes des maisons à El Alia, il y avait des petits-enfants de 2-3 ans qui avaient été cloués sur les portes avec des pioches
Pour clouer un gosse sur une pioche, avec une pioche sur une porte, il faut déjà au moins qu'il y ait 2 salauds qui tiennent le gosse et un 3e qui manie la pioche. La pioche. Ensuite, ça a été d'autres assassinats comme ça. Le FLN a tué 100 fois plus de musulmans que les Français. Il y a eu Melouza, 320 personnes, hommes, femmes, enfants, et surtout femmes et enfants et vieillards assassinés par le FLN. Pourquoi? Parce qu'ils étaient du MNA, c'est-à-dire un parti politique qui était leur adversaire politique, tout simplement un adversaire politique. Bon, alors, comment ça se passait? Il y avait un service de renseignement, mais tout ça c'est connu, ça a été écrit, ça a été dit, qui s'appelait le DOP. Et ce DOP dépendait directement du ministère de l'Intérieur et du ministère des Armées. C'est à eux qu'étaient remis les prisonniers. Et comment étaient remis ces prisonniers? Dans chaque unité, mais même aujourd'hui en temps de paix, il y a un officier de renseignement. En Algérie, dans une unité, dans un régiment, il y avait un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, 4 ou 5, ou 1 ou 2 sous-off, et puis 2 ou 3 hommes de troupe qui formaient le service de renseignement du régiment. Et c'était eux à qui étaient remis après les attaques, après les combats, les durs combats, parce qu'il y a quand même eu de sacrés bagarres, ne serait-ce que dans les arrêts de Medcha. Ces gens-là étaient remis. Moi, personnellement, j'ai la prétention de dire que j'ai fait cette guerre et je l'ai bien faite. Bon, pendant des mois, je suis sorti avec 3 ou 4 hommes, 8 quand le sergent-chef Sobanski sortait avec son équipe, puisque je dépendais du sergent-chef Sobanski, qui dépendait lui-même du lieutenant de Peretti. C'était le commando du 8e. Et avec Sobanski, nous étions les seuls dans le commando à sortir en félaga, habillés en félaga. Mais pas pour se déguiser pour la photo, comme ça a été fait des milliers de fois. Nous étions un commando entraîné, sérieux, et on allait à la chasse au félaga, même jusqu'en Tunisie. Bien, quand nous partions à 4 ou à 8 habillés en félaga, nous étions dans une armée régulière, dans des unités régulières de l'armée française régulière. Nous étions des soldats français, mais nous étions déguisés en ennemis, comme ça s'est fait chez les Allemands, comme ça s'est fait chez les Anglais, comme ça s'est fait chez les Russes, comme ça s'est fait chez les Américains. Bon, nous passions la frontière tunisienne, nous rentrions en Tunisie dans des régions entièrement tenues par le FLN pour aller chercher, capturer des types et les ramener. Eh bien, la tactique normale de guerre de tous les commandos, c'est que le commando ne laisse jamais personne derrière lui s'il a été aperçu. Parce qu'il sait très bien qu'en revenant, même s'il se déboîte d'1 kilomètre, il repassera pas loin de l'endroit où il est passé pour y aller. Eh bien, nous, dans mon commando, nous n'avons jamais tué un bûcheron ou un paysan qu'on a trouvé dans les zones interdites en train de couper du bois qu'il ne trouvait plus dans sa zone. On les emmenait avec nous, on les attachait et on les emmenait avec nous. Moi, je n'ai jamais vu tuer un type gratuitement. Les services de renseignement faisaient ce que font tous les services de renseignement de la planète. Je n'ai jamais vu non plus un soldat français, et j'ai quand même fait quelques années de guerre, tuer sciemment une femme ou un gosse. J'ai vu dans des mechtas, au même titre que j'avais vu dans des guitounes en Indochine, par un obus de mortier, par une rafale de mitrailleuse ou dans un combat, des femmes et des enfants blessés, malheureusement. Mais je n'ai jamais vu de mes yeux une femme abattue ou un gosse abattu par un soldat français. Alors que nous, on trouvait constamment, et toutes les unités, y compris les unités d'appelés, bien sûr, qui étaient les plus nombreux, trouvaient toujours des copains massacrés, des hommes et des femmes émasculés, les femmes des outils dans le vagin, les gosses décapités, tout ça était proprement scandaleux. Alors après, le rapprochement entre l'Indochine, qui revient maintenant, puisque j'ai appris l'autre jour qu'en Indochine, on passait notre vie aussi à torturer. Alors qu'il n'y a pas une armée au monde qui a autant respecté son adversaire que nous avons respecté le Viet Minh. Viet Minh que l'on tuait, Viet Minh que l'on combattait, mais on avait un certain respect, un grand respect même, pour le soldat Viet Minh que l'on savait courageux. Respect que nous n'avons jamais eu en Algérie, pour le FLN. Parce que le Viet Minh, c'était la rigueur. Un boy scoutisme dévoyé, mais c'était ça.
Hein, le gars qui avait le droit à 1 kilo de riz, il n'avait pas le droit à 1 kilo de sang, il avait le droit à 1 kilo de riz. Alors qu'en Algérie, moi personnellement, dans le commando où j'étais, on est tombé 20 fois sur des gens qui transportaient des condamnations à mort ou autres de tribunaux du FLN. Les gars piquaient la caisse, se barraient à l'étranger avec la caisse ou piquaient... Bon, donc il n'y avait pas pour le FLN le respect que nous avons eu pour les Viettes. Bien qu'il y avait des unités du FLN, dans les Aurès ou autres, il fallait aller les sortir. Il fallait aller les sortir à la fourchette de chaque trou où ils étaient. Alors après, il n'y a pas eu que cela. L'affaire Papon revient pour la bataille de Paris. Mais tous ces gens-là ignorent tout parce qu'ils veulent tout ignorer. Il y avait en France la guerre. La guerre, moins qu'en Algérie, mais il y avait la guerre. Des dépôts d'essence sautaient, des dépôts d'autobus brûlaient, il y avait des attentats dans les 3/4 des quartiers périphériques de la capitale de la France, Paris. À Belleville ou ailleurs, il y avait des abattoirs clandestins où on n'abattait pas les moutons pour faire des méchouis, on abattait les ouvriers algériens qui ne voulaient pas payer le FLN. Ils étaient jugés et exécutés dans les caves par dizaines. Et on oublie un peu trop que des supplétifs algériens, des harkis aussi, des jeunes, pour beaucoup, des compagnies entières, ont servi dans la police parisienne qui était dans ces commissariats, retranchés derrière des murs de sacs de sable. Et il y avait toujours un flic qui était là, pistolet mitrailleur armé, pour défendre le commissariat qui était souvent mitraillé. Alors comment peut-on tomber sur un peuple qui a si peu de mémoire? Ouais, parce qu'il vaut mieux ne pas avoir de mémoire. Parce que les porteurs de fric, les porteurs de valises, les traîtres qui ont servi l'armée ennemie contre laquelle le gouvernement légal nous avait envoyé, nous, armée légale, faire la guerre, ces gens, ce qu'ils transportaient, c'était l'argent qui était escroqué et volé aux travailleurs algériens qui étaient sous la coupe du FLN. Et s'ils étaient égorgés, ou leurs filles en Algérie, ou leurs femmes, ou n'importe qui de leur famille était exécuté. Alors que ce soit les communistes assassins, même si M. U se répand, aujourd'hui il se repent, M. U. Enfin hier, il dansait le cercle, après-demain il dansera à poil avec une plume, où je pense, si ça peut lui apporter 3 voix, il n'est pas à sa poids, ils sont prêts à tous, ces individus. C'est exactement quand ils pleuraient comme des veaux au moment de la mort de Staline, le petit père des peuples. Eh bien, les 3/4 des unités en Algérie, je le répète encore, étaient composées d'appelés. Et les 3/4 de ces appelés ont fait leur devoir. Même si ça les emmerde que l'on dise ça, ils ont fait leur devoir. Les appelés en Algérie étaient de très bons soldats et ils ont servi avec honneur et fidélité. Certes, 24 mois, 27 mois, ça ne se fait pas sur un pied. Il y en avait certains qui trouvaient que c'était un peu long. Mais ils ont servi, quand ils étaient commandés par de bons officiers, par de bons sous-officiers, ils ont été de bons soldats. Les unités où ça a merdé, c'est les unités qui étaient commandées par des cloches ou des bons à rien. Mais les unités combattantes ont fait absolument leur travail. Et pas monsieur, mais monsieur Jospin, l'autre jour, disait « Heureusement, le contingent était là en Algérie pour s'opposer au putsch. » Mais enfin, on entend que des conneries dans ce pays. Il n'y a qu'à prendre un peu les numéros des régiments qui ont fait le putsch. Les 3/4 des régiments étaient des régiments d'appelés, à 90% composés d'appelés. Parce que là aussi, il y avait que la Légion qui était composée d'engagés. Les autres étaient des régiments d'appelés. Le régiment où j'étais était à 90% d'appelés. Le commando dans lequel j'étais, avec les risques que l'on prenait en sortant habillé en fel, était à majorité d'appelés. Là, pourquoi toujours raconter l'histoire, raconter n'importe quoi? Parce que beaucoup de jeunes qui ont fait la guerre en Algérie étaient fiers de servir, étaient fiers d'être soldats. La République et l'éducation nationale n'avaient pas encore réussi à les verrouiller totalement. Et lorsqu'ils étaient dans des unités telles que les nôtres, ils portaient avec une grande fierté le béret ou même le calot des tirailleurs ou le calot des Souaves ou le calot des Spahis. Il y a eu de grandes unités et l'armée française a été une grande armée en Algérie. Alors on nous reproche en nous disant mais l'Algérie, il y avait des régions déshéritées. Bien ces régions déshéritées, l'armée s'est occupée de la population, s'est occupée des villages. Pas uniquement les SAS, beaucoup les SAS, mais les régiments étaient très gentils avec les gens de la région. Les gens
de l'armée française en Algérie tuait le FLN. Pourquoi? Parce que les FLN, c'était l'ennemi. C'est tout. Ça commençait là et ça s'arrêtait là. Mais qu'avait à voir l'armée française sur l'arriération, enfin c'est difficile à dire, hein, sociale de l'Algérie? À part au moment de la conquête, où les gouverneurs de l'Algérie étaient des militaires, les chefs français en Algérie étaient des militaires. Dès que c'est passé aux mains des civils, ce sont des socialistes qui étaient gouverneurs de l'Algérie. Il n'y a qu'à prendre la liste, c'était chasse gardée des socialistes. Donc c'est eux qui sont responsables s'il n'y avait pas d'eau ou pas d'électricité ou que c'était la misère dans des régions comme les Aurès, les Mensa ou ailleurs. Mais il y a une chose qui est bien, qui tombe bien quand même. Les porteurs de valises se battent depuis des années pour dire mais ça n'était pas des opérations de police, ça n'était pas, c'était la guerre. Mais moi j'ai toujours pensé que c'était la guerre. Une guerre civile, parce que moi j'étais pour l'Algérie française. Une guerre civile, parce que moi ce que je voyais, enfin moi, mes copains et moi-même, ce que l'on voyait tuer de préférence, c'était les Algériens qui étaient pro-français. Lorsqu'aujourd'hui le gouvernement français accepte que les chefs du FLN d'Alger aillent à Verdun et que sur les tombes des soldats tombés sous le drapeau français en 14-18, on fasse sonner les clairons et jouer l'hymne du FLN, de qui se moque-t-on, de qui se fout-on? Combien de dizaines ou de centaines, de milliers d'anciens combattants qui portaient leurs décorations, Légion d'honneur, médailles militaires, des croix de guerre gagnées à Cassino et ailleurs, ont été égorgés, exécutés par le FLN. Alors je tiens à leur dire, à tous ces messieurs, vous avez, par des magouilles incroyables, fait en sorte que le gouvernement déclare que la guerre était officielle en Algérie. Donc c'est vrai, ça n'était pas des opérations, c'était la guerre. Eh bien messieurs, au nom des anciens combattants que je préside, je peux vous dire une chose, puisque c'était la guerre, vous avez trahi en temps de guerre et nous allons vous poursuivre pour cela. Nous avons fixé au Cercle national des combattants et au comité de liaison mémorial de l'honneur français une année complète, 2001 en totalité, pour régler votre compte et pour faire en sorte que l'honneur soit rétabli dans ce pays. Merci Roger, je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire. J'ai beaucoup réfléchi à la question de savoir pourquoi les hommes politiques sont corrompus. Et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi tous les hommes politiques sont corrompus, sauf les exceptions d'usage bien entendu. Et pourquoi le Parti communiste, le Parti socialiste, l'UDF, le RPR ont à l'intérieur des corrompus. Et je ne comprenais pas, parce qu'on peut comprendre qu'un parti soit corrompu et que les hommes de ce parti soient corrompus. Mais tous les partis, et beaucoup d'hommes dans tous les partis, c'est un grand mystère. Alors, en réfléchissant, je crois que j'ai trouvé l'explication. Il faut se reporter à l'origine de la mafia. En réalité, ce qui se passe, c'est pas les hommes politiques qui sont des gangsters, c'est les gangsters qui font de la politique. Les gangsters, au début, ont commencé en faisant travailler des filles. Enfin, d'abord en attaquant les banques, en gros. Hein. Et puis ensuite, ils se sont dit qu'à force d'attaquer les banques, on risquait de prendre des coups de fusil ou des coups de pistolet, et qu'il y avait une autre solution qui était intéressante, c'était peut-être d'attaquer des gens qui ne pouvaient pas faire grand-chose, à savoir des pauvres filles qu'on mettait sur le trottoir, et elles ne se défendaient pas, au moins quand elles se défendaient, elles ne tiraient pas des coups de fusil, c'était moins dangereux que d'attaquer des banques. Donc ils ont conservé les banques, et puis ils s'en sont pris aux filles. Puis après, ils se sont aperçus qu'il y avait un très bon truc pour gagner du fric, c'était les laveries, par exemple. Hein. On ouvrait des laveries, puis on prenait du fric. Ensuite, ils ont fait un peu de raquettes dans les boîtes de nuit. Ils sont allés voir les patrons de boîtes de nuit en disant on vous assure notre protection et vous nous payez. Ça s'appelle le racket. Et puis ils ont vendu un peu de drogue. Donc il y avait les banques, l'escroquerie, la prostitution, la drogue, le racket. Et puis un jour, ils ont dit mais il y a un marché formidable qu'on n'a jamais exploré, c'est la politique. Donc ils ont intégré à leur plan de développement, la mafia a intégré à son plan de développement l'univers politique. Et la réalité, c'est pas que les hommes politiques sont des mafieux, c'est que les mafieux sont devenus des hommes politiques. Et quand on a compris ça, je crois qu'on comprend tout de suite beaucoup mieux ce qui se passe dans ce pays, dans notre pays. Dans notre pays, et on devient de plus en plus royaliste, parce que le seul pouvoir indépendant, c'est le roi. Merci à tous, et au mois prochain, on conviendra de la date lors de rencontres secrètes et occultes comme à l'accoutumée. Merci.